Bienvenue à cette première édition de cette semaine de notre rendez-vous de causerie, comme tous les soirs entre 17 et 18h52. C'est le grand soir qui commence. Cela ne vous a certainement pas échappé. Vous l'avez constaté comme nous certainement. Il y a eu la sortie de Monseigneur Samuel Cléda. Il y a eu la sortie de l'évêque de Yagua sur la candidature du président Paul Biya à la prochaine élection présidentielle. Juste derrière ces sorties des évêques, il y a eu celle des chefs traditionnels mobilisés à Yaoundé dans le cadre d'une session du Conseil des chefs traditionnels. Ceux-là ont appelé le président Biya à être candidat à la prochaine élection. Et puis rebelote, l'archevêque, l'évêque de Yagua remet ça, reprécise sa pensée et montre qu'il est radicalement opposé à la candidature du président Paul Biya. Les chefs du Sud-Ouest n'ont pas attendu. Ils réagissent et appellent même le chef de l'État, le président actuel du Cameroun, à aller lancer sa campagne électorale dans le Sud-Ouest. Y a-t-il une sorte de ping-pong entre une partie ou certains évêques de l'Église catholique et la chefferie traditionnelle, entre ces évêques-là qui s'opposent à la candidature du président Paul Biya et les chefs traditionnels qui appellent Paul Biya à être candidat à la prochaine élection? On va décrypter ce duel, ce ping-pong dans le cadre de cette causerie. Et puis on parlera du sport. Depuis quelques jours, les Camerounais ont de nouveaux termes, de nouvelles expressions qui concernent le football. On connaît tous maintenant la filiation de Conceição, on connaît celle de Marc Brice, on connaît comment le ministère des Sports rédige un communiqué, on sait quels sont les couloirs à la présidence de la République pour obtenir les hautes instructions. Eh bien, le football, c'est un peu comme le titre de cette émission à la CRTV, c'est devenu foot tous ces derniers temps, au point où des spécialistes des questions de droit de sport sont enregistrés tous les jours. Entre-temps, il y a eu l'ascension du Mont Cameroun à Boya samedi dernier, une belle compétition, mais qui n'a pas connu l'éclat communicationnel qu'on aurait souhaité. Le football et le foot a-t-il fini par avaler l'ascension du Mont Cameroun qui aurait pu être la course patrimoine du Cameroun? On en parle avec nos invités qui sont déjà installés. Permettez-nous d'accueillir celui qui n'est pas habitué au plateau. On parle un peu de politique aussi. Il est habitué au sport et surtout le football. Gérard Ailé, il est journaliste. C'est un plaisir de l'avoir sur ce plateau. Gérard, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Gigi, bonsoir à les milliers de téléspectateurs de Info TV. C'est un plaisir, surtout une première et surtout c'est une grâce pour moi d'être invité par un journaliste émérite, celui-là que lorsque j'étais encore, je partais encore à l'université, il faisait mes cours, et je le voyais comme un dieu entre guillemets. Aujourd'hui, je suis invité sur son plateau. C'est un plaisir pour moi et je crois que je pourrais être à la hauteur de l'attente de nos téléspectateurs. On espère bien, surtout qu'on va parler un peu de politique, ça ne te dérange pas? Ça ne me dérange, surtout que j'ai une formation en sciences politiques. En sciences politiques, mais pourquoi tu dis ça? On va parler de Marc Brice du matin au soir, de Samuel Eto'o du matin au soir. On parle également de Cabral Libi, de Maurice Kamto, de Paul Biya. Bon, en fait, il faut aussi comprendre, vous savez, c'est un terrain glissant, parce qu'il faut le dire, je suis un homme politique, je suis quand même membre de la section au GDPC, Diallo Botro, du côté de Moïse Salah. Donc, mais je crois que le sport, c'est une passion pour moi et c'est là-bas que j'ai déversé plus d'énergie et c'est en ce titre que peut-être je suis été invité sur ce plateau. Alors, c'est un plaisir de t'avoir, Gérard, avec nous ce soir et j'accueille avec beaucoup de plaisir, mais alors beaucoup de plaisir, Dr Serge Soho, analyste politique, membre de l'Union des populations du Cameroun, un fidèle des fidèles de l'UPC. Il n'y a pas de débat en la matière. Docteur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie. Ça fait un long moment, je l'avoue, mais j'ai beaucoup d'autres occupations. Et je précise, je suis vice-président de l'Union des populations du Cameroun depuis 2023. Donc, c'est un réel plaisir pour moi de retrouver vos millions de téléspectateurs pour aborder des questions qui concernent l'avenir de notre pays dans le cadre de ce que nous avons appelé à l'UPC le projet Cameroun. J'ai prévu un exemplaire. J'aurais dû prévoir pour tous les autres panélistes, mais je leur... Mais ils attendront. Et c'est parti remise. Ici, c'est moi le boss. Si je peux en avoir, je lirai pour eux tous. Je vous l'offre tout de suite. Merci. Je le lirai pour vous. Et puis, je vous raconterai cela comme de belles histoires. C'est vrai qu'il annonce qu'il pourra également en avoir pour tout le monde. Dans le projet Cameroun, sous la coordination de Basile Luka. Merci. Je vais vous proposer, docteur, une image. Généralement, quand on parle de Samuel Eto'o, c'est un thème de but et de fédération camerounaise de football, mais il a fait un magnifique post sur le devoir de mémoire. Il parlait de ces héros auxquels nous devons tout.
C'est le titre de ce poste de Samuel Eto'o. Il dit « Réparer, commémorer, transmettre aux plus jeunes le legs de ces héros dont le sacrifice nous permet d'être le Cameroun, d'être une nation. Célébrons les héros d'ailleurs, célébrons d'abord les héros d'ici. » dit-il Rodolphe Douala Mangabel, Martin-Paul Samba, Ruben Oumiobe, Enes Ouandje. Nous ne devons jamais oublier ce que nous leur devons. Et c'est signé Samuel Eto'o. Ça te parle? Et évidemment, surtout dans le contexte depuis quelques mois avec la sortie du rapport et la sortie de beaucoup d'autres, qui pour certains, si je m'en tenais à mon côté, l'ordre animal de tous les hommes, j'allais dire que je ne m'intéresse pas aux élucubrations de certains qui profitent de la confusion, mais qui traduisent en fait les séquelles du mal colonial qui est encore enfoui en nous. Le décret du 16 décembre 1991 est clair. C'est-à-dire que les personnes qui ont été élevées au rang de héros, même s'il y a une faillite dans la célébration mémorielle pour le moment, tous ceux qui portent atteinte à leur image doivent aller en prison. En prison? Est-ce que vous imaginez sur un plateau de télévision européenne, moi, Soho historien, affirmant avec les faits que De Gaulle était un lâche, vous croyez qu'on peut me laisser le dire? De Gaulle avait risqué la condamnation, la cour martiale. Mais personne ne fait allusion à cet épisode dans sa vie. Le Pétain qui était héros de Verdun, qui a été relégué au rang, quand Macron a osé l'associer à la célébration des maréchaux de France, il est maréchal Pétain, on a retiré son nom. Alors que, mais je comprends que certains politiciens en mal de positionnement, vu la faillite, aillent fouiller, n'est-ce pas, dans le tréfonds des méandres de poubelle de leur cervelle, ce qui pourrait les permettre de se repositionner. Mais ils font faillite, je crois qu'ils font fausse route. Alors on va situer l'affaire à deux niveaux. Après le décret. Samuel Eto'o, ce qu'il vient de faire, c'est ce que tous ceux qui sont visibles, c'est-à-dire toutes les personnes, les stars du cinéma, devraient faire. C'est-à-dire que ces personnes qui sont élevées au rang de démiurges, de modèles, devraient être portées par tous les Camerounais qui ont un espace minimum de visibilité. Tous. Donc on doit féliciter Samuel Eto'o. On ne doit pas utiliser ces espaces de visibilité pour tuer nos héros. Et il y a donc deux phases. Le décret existe, il a été applaudi, mais l'accompagnement de ce décret a quelque peu manqué. On avait annoncé... Oui, ça manque toujours. Mais nous, à l'Union des populations du Cameroun, tout le monde sait. Si maintenant, c'est devenu un rituel national, parce que je pense que maintenant, à chaque date, se référant à chacun de ces personnages, il y a quand même un éveil de conscience au Cameroun qui marche déjà. Donc, les choses sont en train d'être faites. Certes, le gouvernement, l'État du Cameroun n'a pas encore, mais il faut comprendre. Et de la même manière que je comprends les errances des individus, de la même manière, je comprends, n'est-ce pas, l'asphyxie et la paralysie de ceux qui gouvernent le Cameroun depuis les indépendances. Et le rapport qui est l'aveu de culpabilité de la France le dit clairement. Ils se reconnaissent coupables. Et moi, je pense que c'est donc aux Camerounais, aux citoyens, de porter d'abord cette question et de confier maintenant le destin de la République à ceux qui vont le faire. Il faut qu'on évite, parce qu'il y a un péril à la demeure. Il y a d'abord le risque de confusion que certains entretiennent. Il y a le risque de ghettoisation. C'est-à-dire on vous dit d'aller faire les monuments des Bassa chez les Bassa, le monument des Bamléké chez les Bamléké, le monument des Zéondo et des Béti, Tangana au sud, et on veut entretenir ça dans la mémoire collective. Nous, dans une démarche qui est depuis près de 30 ans à l'université de Yaoundé avec le feu professeur Wangsone, on a engagé un combat pour dire que ça devrait être national. Et on a donné des indicateurs. Lorsque nous avions travaillé sur, n'est-ce pas, l'adressage urbain, nous avions par exemple émis l'idée que chaque capitale de la région à l'époque de la province est un boulevard qui porte le nom d'un des héros chaque, de telle manière que ce soit une éducation publique. Et que, par ailleurs, dans chaque mairie, il y ait une place dédiée, peu importe la région, parce qu'il s'agit du Cameroun et non pas d'un groupe ethnique. Et il faut qu'on change ces termes-là. Il faut qu'on sorte de... Et la France fait faux jeu. Vous voyez, elle essaye de garder des concepts qui vont entretenir le flou.
elle vous parle, n'est-ce pas, de la répression qu'elle a menée en Pays-Bassa. Non, elle a mené une répression au Cameroun. Dans la région de la Sanada-Maritime. Point. Et le Cameroun il faut qu'on commence à sortir ces adjectifs qu'ils mettent pour inoculer le poison de la division. D'accord. Et c'est en cela que nous devons être fermes dans la condamnation de toute dérive. Je dis, ces personnes doivent, nous allons nous organiser pour voir dans quelle mesure. C'est vrai que peut-être la loi du Cameroun n'a pas prévu ça, comme certains ont prévu le négationnisme, mais nous allons voir s'il n'y a pas une disposition qui permette qu'il y ait des poursuites judiciaires pour les personnes qui ont porté atteinte à la mémoire des héros nationaux. D'accord, les héros nationaux sont consacrés, reconnus par la République. On ne laissera pas justement qu'ils soient traités comme du n'importe quoi. Il faut bien connaître le langage mesuré lorsqu'on parle de ceux-là qui ont permis au Cameroun d'être le Cameroun. C'est en cela qu'on salue la sortie de Samuel Eto'o qui nous rappelle justement ce devoir de mémoire, ces héros auxquels nous devons tout et auquel nous devons le Cameroun. Jules Yao Yandine, le président national des forces des énergies renouvelables, c'est une formation politique. Jules, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir à tous mes copanalistes. Bonsoir à ceux qui sont derrière l'antenne. Bonsoir à mes multiples militants qui sont très nombreux à me regarder aujourd'hui. J'espère que je serai à la hauteur de leur attente. Votre parti s'appelle le FER, Force des énergies renouvelables, qui n'a rien à voir avec le courant. Parce qu'actuellement, à Berthois, ils n'ont pas d'électricité, donc ils ne sont pas en train de nous regarder. Et ils se plaignent d'avoir de nombreux messages là qu'ils auraient bien voulu nous regarder. Ils utilisent les moyens contournés pour nous regarder. Mais le sujet mis sur la table d'entrée, relativement à ce poste de Samuel Eto'o, et l'indignation compréhensible de certains Camerounais qui ont entendu quelques propos assez déplacés concernant les héros. Cette indignation est également compréhensible. La place des héros nationaux, est-ce qu'on leur donne suffisamment cette place dans notre pays? Nous avons fait un constat très général qu'en Afrique, en particulier au Cameroun, concernant tous les héros, on ne leur donne pas leur place méritée. Et si vous ne leur donnez pas leur place ailleurs, on va le leur donner. Nous avons été au courant de tout ce qui fuse dans les réseaux sociaux. La dernière fois, je disais toujours sur un plateau télé concurrent que nous avons un nouvel état qu'on appelle Facebook. En fait, les réseaux sociaux en général, où nous tirons nos informations. Parfois, elles semblent vraies, parfois, elles semblent fausses. Mais toujours est-il que s'il fallait qu'on parle des héros nationaux, les héros ne peuvent jamais en aucun cas... Des héros, parce que quand on fait de la liaison, on peut avoir l'impression que vous avez des héros. Des héros, voilà. Oui. Toujours est-il qu'ils ne peuvent jamais être salis. Oui, le copanaliste en face, mon frère de l'UPC en parlait tout à l'heure là. Les héros, en principe, surtout au Cameroun, nous devons essayer de faire l'effort de leur honorer. Nous devons leur mettre à leur place. Si vous ne le faites pas, donc on va le faire ailleurs. Nous avons vu en Guinée-Conakry où il y a un lycée, je pense, institué Félix Mounier, si je ne me trompe pas, si je n'abuse. À l'extérieur, nous recouvrons les Européens qui mettent leurs héros en valeur. Ici au Cameroun, quand nous revenons un peu au Cameroun, avec tout ce que nous avons subi de la colonisation, nous recouvrons toutes nos rues qui jonchent les rues Fauches, les rues Jamais, les rues ceci et qu'on sort. Ça, vraiment, ça nous ramène un peu au sol. Nous avons le devoir d'éduquer nos enfants. Nous avons le devoir de laisser une bonne face, une bonne éducation à nos enfants. Et il y a un point que je souhaiterais vraiment y ajouter. Quand l'enfant grandit, il a des personnes qui prend pour des idoles. Je vais prendre le cas d'Eto'o-Fils. Nous-mêmes, quand on jouait au football à l'époque, quand on y allait jouer, quand on te donnait un ballon pour tirer, tu dis que je vais le marquer comme Eto'o-Fils, y compris vous-même, monsieur Jean-Jacques Zé, le copanaliste en face l'a dit. Mais on n'a pas encore la chance d'avoir le décret qui fait vous commencez à mélanger voilà. Les héros ont toujours eu un début. Ils ont commencé quelque part. Quelqu'un tantôt a essayé de détailler toute la montée de NS Wandje, vous l'avez vu, c'est quelqu'un qui s'est battu tant bien que mal. Il a essayé de ramener la colonisation appropriée, parce qu'il faut qu'on le dise, appropriée aux Camerounais. Mais nous ne l'avons pas valorisé. Le frère de l'UPC parlait tantôt de comment on essaye de tribaliser, s'il me permet de je vais on arrête cette fête-là. Il ne faudrait pas que la commémoration de la mort d'Ernest Wandje soit uniquement pour le cadre de l'Ouest. La commémoration de la mort de soit un pays
ça. Non, nous disons non, il doit être national, voire même international. Ça, il faudra le dire. Donc, vraiment, des personnes qui essayent de salir tous nos héros, vraiment, avec ça, nous allons essayer de revoir si on peut appliquer la loi du décret et aller même devant les juridictions pour leur poursuivre. À un moment donné, il faut valoriser ces personnes et ces personnes-là que nous avons tiré une certaine idée de plus bas. Merci, Monsieur le Président national des forces des énergies renouvelables partis politiques. Le RDPC est représenté sur ce plateau par Parfait Ongene. Parfait, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à nos nombreux téléspectateurs, bien évidemment aux amoureux de votre émission, ceux qui préfèrent l'émission. Et vous préfère, parce que vous savez... parfois c'est lié. Parfois c'est lié. Vous rapportez toujours avec vous, dans votre portefeuille, un ensemble de téléspectateurs qui vous suivent un peu partout. Donc je leur dis... On fait un peu du Magellan avec eux. On fait un peu du Magellan médiatique avec eux, le mercato, lorsque ça peut exister en tout cas. On est là, on est en train de parler de ces héros nationaux. On a exploité le magnifique post de Samuel Eto'o concernant les héros qui part quand même de quelque part parce qu'il a observé sur les réseaux sociaux où c'est un plateau de débat qu'on n'accorde pas le respect qu'il faut aux héros nationaux. Est-ce que ce n'est pas parce que notre pays n'a pas construit un cadre de célébration de ces héros qu'on arrive à ce niveau de méprise de ces héros? Le dire ainsi, je pense qu'il y a beaucoup de légèreté lorsqu'on peut le dire. Il faut déjà commencer par... avait appris votre réponse. Oui, il faut déjà commencer par rappeler qu'il s'agit là d'une construction historique, d'une dynamique constructive, de la construction des figures emblématiques de notre nation, de notre pays. Et il faut se dire que l'histoire ne s'arrête pas autour de certains personnages, mais que l'histoire continue, puisque je parle du dynamisme ici, elle est dynamique. Alors, le Cameroun a pendant longtemps, sous le leadership du président Paul Biya, accordé beaucoup d'intérêt à la construction de cette mémoire collective, à la construction de ces figures emblématiques. Et je crois que dans les discours présidentiels, cela apparaît régulièrement, mais également dans les faits et les actes qui sont posés. Allez par exemple au musée national, vous verrez effectivement ces images, les figures emblématiques de ces hommes véhiculées au niveau du musée national, qui est un lieu... Mais lors de la célébration du cinquantenaire d'indépendance, on avait annoncé la construction des stèles pour ces héros. Oui, on avait bien commencé à localiser du côté de l'omnisport et autres, on devait avoir ces stèles-là. Oui, mais bien sûr, je crois que le Cameroun n'est pas fini. Vous parlez on doit attendre. Le Cameroun était fini. Le Cameroun continue. Le Cameroun du progressivement. Oui, le Cameroun continue. Le Cameroun, la mise en œuvre des politiques publiques est 43 ans. C'est-à-dire que à partir de ce moment, vous comprendrez effectivement que si Jean-Jacques Zeuyer était étudiant, aujourd'hui il est journaliste. Donc, ça ne voulait pas dire qu'il devait demeurer. Les bons exemples. Donc, on peut vous dire que... il y a un adage qui dit que faire tardivement, c'est refuser de faire. Non, c'est l'histoire... Il y a 43 ans, avez-vous souvenir que le président Paul Biya ait prononcé une seule fois le nom d'une de ces personnes? Mais comment vous le dites? Moi, je peux vous le dire. La célébration du je peux vous apporter ces discours. Je peux vous apporter ces 86 discours. Vous ne verrez pas le nom de Oumniobe, Ruben Moumi, en tout cas, docteur, c'est quand même annoncé justement. De toutes les façons, je sais que l'histoire récente nous renseigne que le président Paul Biya a commandé de concert avec le président Emmanuel Macron la construction d'un ouvrage mémoire. Vous savez, c'est la reconstruction de la mémoire. Oui, la reconstruction de la mémoire. C'est un ouvrage scandale. Le titre, je vous donne seulement le titre qu'on a donné à l'événement. Oui, donnez le titre. Vraiment, il faut faire attention, le Cameroun va à la ruine. Allons au titre. On veut vous célébrer les funérailles de la mémoire. C'est le mot qui est écrit. Et ça a commencé. La France a déposé 5 400 000 euros. Vous savez ce que c'est que les funérailles, non? Ça veut dire que vous êtes déjà mort. La mémoire du Cameroun est donc déjà morte et enterrée. Avec l'accord du RDPC, on a commencé la célébration des funérailles de la mémoire. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le peuple camerounais est fini.
Bon. D'accord. Il va chuter. Parfait, dans votre logique, ce que je sais, j'ai seulement pris cet élément-là en exemple pour vous dire qu'effectivement, dans ce rapport, apparaît clairement le fait qu'il y a eu des héros, et ces héros-là sont désignés dans le cadre de ce rapport, et le président de la République a réceptionné ce rapport et a félicité ceux qui ont fait ce rapport. Ça veut dire que le président de la République a déjà, d'une manière ou d'une autre, reconnu, et il continue de le reconnaître. Le décret de 91 que vous avez cité tout à l'heure est une reconnaissance républicaine, est une reconnaissance citoyenne, une reconnaissance politique. Maintenant, la mise en œuvre par la symbolique à travers les stèles, telles qu'on raconte là, telles que Jean-Jacques... On ne raconte pas. Prenons notre mal en patience. D'accord, soyons patients. Et donc l'histoire du Cameroun à vivre. Lorsqu'un jeune va... C'est un construit permanent. Lorsqu'on atterrit à l'aéroport et qu'on vienne à Yaoundé, il n'y a pas de trace de l'histoire. Quand on a vu quelque chose, c'est les bouchons de bière gaillantes ou bien... Oui, mais sauf que notre histoire est dynamique. Les grandes pancartes qui annoncent la délivrance avec les couples, le pasteur, qui un peu partout, les jeux de hasard, le gratter et tout le reste, les jeux de hasard un peu partout. On ne retrouve pas les traces de notre histoire. Il faut donc accélérer. 91, ça fait quand même il y a quelques années. Il y a tout un ministère des Arts et de la Culture qui travaille là-dessus, ce qui démontre encore de la volonté politique. Demandons à ce ministère-là d'accélérer. Lorsqu'on se déplace dans nos villes, qu'on puisse lire l'histoire, qu'on voit un monument, pas forcément le soldat inconnu, on n'a rien contre lui, il peut être inconnu là où il est, mais qui est quand même un soldat connu tout à côté. Et Jean Toundé, bonsoir, merci de nous rattraper, ça n'a pas été facile hein, avec la circulation à Paris à Yaoundé. Tout à fait, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Effectivement, il pleut dans la ville, et c'est la fin du mois, et la route est assez embouteillée. Mais je suis content de retrouver ce panel très riche. Merci pour l'invitation. Vous connaissez quand même un mot sur ces héros qui ne sont pas suffisamment valorisés, qui sont ignorés par beaucoup et qui sont méprisés par certains sur les plateaux télé et autres. Ça a toujours été l'un des problèmes qu'on a au Cameroun. La valorisation des fils et des filles de ce pays a toujours posé un problème. Et je pense que, comme a dit le communicant du RDPC, le Cameroun ne fait que commencer son histoire. Peut-être qu'on peut espérer que les choses vont être rattrapées. Mais il faut dire que c'est un véritable problème. Dans d'autres pays, on a des monuments. Surtout que le fait de célébrer un héros contribue à montrer un exemple à la jeune génération. On peut trouver un modèle, on peut s'identifier. Et lorsqu'on vit dans un pays où on a l'impression qu'il n'y a pas de valeur, il y a des risques que la jeunesse grandisse comme ça, sans repère. Et je crois que de mon point de vue, c'est tout à fait important que le Cameroun réfléchisse à valoriser ces fils qui ont fait des preuves. Et Dieu seul sait qu'on n'a pas perdu leur mémoire. Peut-être que ce qui manque encore, c'est justement de leur porter dans ce panthéon qui permettra qu'à jamais l'histoire retienne leur passage au Cameroun. D'accord, merci beaucoup. Petit coup d'histoire pour certains panélistes et autres tribalistes. Qui est Ernest Ouandjé? Merci à ce téléspectateur qui m'envoie tout un coup d'histoire pour nous parler de Ernest Ouandjé. C'est assez long, mais c'est important. On prendra le temps de parcourir cette histoire. Et nous, à Info TV, nous rendons hommage à ces héros. Nous célébrons comme cela se doit les héros nationaux, ceux grâce à qui le Cameroun est le Cameroun. Alors, je vais proposer quelques images assez tristes hein, qui nous rappellent cet événement vécu par M. le directeur général de Camouata qui a perdu sa fille, âgée de 18 mois seulement, la petite Iris, dont la levée de corps a eu lieu ce matin et l'inhumation est en train de se tenir du côté de Berthois. Elle est décédée le 22 février dernier. On a dit des suites de noyade, sauf que avant la levée de corps ce matin, le procureur qui s'est saisi de cette affaire a donné de nouveaux éléments. Il ne s'agit plus d'une noyade accidentelle, on parle désormais d'un meurtre. L'autopsie n'a pas révélé la présence d'eau dans son corps. Elle a une fracture à l'arrière du crâne et une autre des hématomes sur la tête. Il est de plus en plus dit qu'il s'agirait d'un meurtre qui a été voilé et transformé
un accident de ce côté. Les enquêtes vont se poursuivre. La nounours qui était à la charge de cet enfant est actuellement exploitée et gardée, y compris la deuxième nounours et les garçons de la sécurité, puisque les parents n'étaient pas là quand l'enfant est décédé, et ils ont parlé de noyade, mais après enquête, il s'agit effectivement d'une méprise. Selon les premiers éléments d'enquête, l'enfant aurait débranché le téléphone de la nounours, qui dans un coup de colère a asséné une gifle, et puis avec un autre objet qui serait un téléphone, malheureusement l'enfant est décédé et le corps a été placé justement dans la piscine pour faire croire qu'il s'agissait d'une noyade de ce côté. Les enquêtes se poursuivent, le procureur TGI auprès du TGI ici à Yaoundé suit cette affaire, mais nous tenons justement à présenter toutes nos condoléances à Blaise Moussa et son épouse pour la disparition de la petite Iris qui malheureusement est mise en terre aujourd'hui du côté de Berthois. Nous sommes de tout cœur avec cette famille. Parlons de ces activités sportives qu'on suit de près. Samedi, c'était la course d'espoir du côté de Boya, l'ascension du Mont Cameroun. Le ministre des Sports y était. Et on sait également que l'actualité sportive est marquée par ces communiqués, contre-communiqués, documents et autres sur qui doit payer la note de conseil SAO, qui l'a licencié, qui l'a limogé. Est-ce que c'est la Fédé? Est-ce que c'est le ministère? Est-ce que c'est nous la présidence de la République? Beaucoup de choses au point où on n'a pas suffisamment parlé de l'ascension du Mont Cameroun. Est-ce que Gérard Herlé, ce n'est pas un gâchis que de ne pas parler d'un événement comme celui-là qui aurait pu être la plus belle identité sportive du Cameroun? Bon, lorsque vous parlez d'un gâchis, il faut d'abord voir, est-ce que la fédération qui est en charge de l'ascension du Mont Cameroun essaye de valoriser même cet événement? Parce que vous savez, aujourd'hui, si on peut parler du football, c'est parce que le football a eu à prendre une certaine autonomie sur le plan marketing. Aujourd'hui, tout le monde ne parle que football. Même s'il y a une activité qui peut arriver, là, le football viendra éteindre cette activité. Pourquoi? Parce qu'on a essayé de préparer les Camerounais. Aujourd'hui, on parle de sport, on dit qu'il n'y a aucun sport mineur, qui est un seul sport roi. Mais vous convenez avec moi qu'il y a des sports mineurs et il y a un sport roi qui est le football, qui est un sport roi. Maintenant, parlant de cette ascension, quand vous regardez comment est-ce que la Fédération camerounaise d'athlétisme se comporte, à part ce tournoi, est-ce que vous pouvez donner un tournoi national qui est communiqué, que les gens connaissent? Non. Il n'y a qu'un seul tournoi. Quand on parle d'ascension, parce que c'est financé par l'État, il y a beaucoup de ressources financières qui viennent là. Ça veut dire qu'il y a un autre problème qui est en dehors de la préparation des événements. Or, c'est quand même sous Ange Sama, il y avait quand même une communication autour de l'ascension du Mont Cameroun. Elle était limitée. Il y avait qui permettait un peu plus que ce qu'on voit aujourd'hui quand même. Non, il faut dire quelque chose. Quand vous regardez l'ascension du Mont Cameroun aujourd'hui, contrairement aux années antérieures, même les petits-enfants, moi je suis né, j'ai grandi jusqu'aujourd'hui, Saré Tongue reste dans ma mémoire. Pourquoi? Parce qu'à un moment, on l'a présenté comme étant un modèle. C'est pourquoi on peut parler de Roger Mila. Même ceux qui l'écriront demain, vous parleront de Roger Mila des années après, d'autres vous parleront de Samuel Eto'o. Pourquoi? Parce qu'on a essayé, n'est-ce pas, de présenter cela comme des modèles. Mais aujourd'hui, quand vous regardez l'ascension du Mont Cameroun, ceux qui sont des modèles. Or, ailleurs, si vous regardez d'autres pays, où d'autres disciplines sportives sont comme des disciplines rois, vous allez voir, il y a des régions, aujourd'hui, le sud-ouest devrait être une région phare où le sport roi devrait être l'ascension du Mont Cameroun. Or, quand vous arrivez là-bas... Est-ce que vous ramenez ça au sud-ouest? Non, quand je le dis, non, pas un sport roi. Le football est déjà un sport roi. J'ai essayé de faire des recherches. Par exemple, l'ascension du Mont Everest. Par exemple, au Cameroun, oui. J'ai essayé de faire des recherches. Par exemple, l'ascension du Mont Everest, par exemple. Est-ce que vous savez, pour participer aujourd'hui, il faut débourser. Avant, c'était 11 000 euros. Aujourd'hui, c'est 15 000 euros pour participer. Donc, pour dire, c'est à la fédération d'athlétisme de mettre les moyens en place pour que cette activité puisse donner. Or, leur seule ressource, la première ressource de cette fédération en termes d'organisation de l'ascension du Mont Cameroun, c'est l'État. Or, ce qui ne devrait pas arriver. En plus, ça devrait être des sponsors qui devraient porter cet événement ou trouver un sponsor. La preuve, je prends, vous savez, moi j'aime beaucoup plus le football. Regardez un peu le championnat camerounais, c'est porté par un sponsor
qui décide de porter le championnat et mettre son nom. Ah, mais vous n'avez pas le championnat. On peut ne pas regarder, on peut ne pas regarder à la télé. C'est le débat. On peut ne pas regarder à la télé, mais au moins ça crée des sensations le week-end. Alors, ce qui vient la fédération n'a pas de moyens. Est-ce que c'est un problème de fédération, Dr So, ou c'est un problème de la vision générale de promotion du sport? Sinon, parce que l'ascension du Mont Cameroun aurait pu être un événement authentique, typique, propre au Cameroun, vendable à l'international. Vous savez, le problème de l'Afrique et du Cameroun en particulier, c'est qu'on est sur les épiphénomènes et on prend des modèles qui sont à la fin et on veut faire croire aux gens que c'est comme ça que ça marche. Moi, j'ai travaillé pour le foot dans un pays voisin où ça marche déjà. Ce n'est pas comme mon collègue voulait dire, c'est pas comme ça. C'est la politique qui fait tout ça. Même le football dont vous parlez, vous savez quand est-ce que le football est devenu le business? C'est quand Yao Avalanche a demandé aux gens de Coca-Cola d'acheter le mondial. C'est-à-dire c'est politique. Et il a demandé de faire le star système du football. C'est-à-dire ce que vous voyez souvent là au football est pré-organisé pour que ça marche. Donc le problème de l'athlétisme du Cameroun, c'est un problème global dans la gestion des priorités qui peuvent nous rapporter économiquement. Comment on transforme un espace en business model. Et c'est pour tous les sports, y compris le football. Tous les sports ont donné au Cameroun les heures de gloire et le Cameroun, l'État RDPC n'a pas pu tirer profit de ça. La Guinness Race, mon Cameroun, qui a plus de 40 ans aujourd'hui, était organisée de telle manière que, à cette période, d'abord les championnats étaient réguliers, tous les championnats. Tout le monde savait quand il y a saison sportive. Donc les autres activités savaient comment se positionner parce que le football était toujours roi. Actuellement, il n'y a même plus de football au Cameroun. Moi, je suis allé à des stades où il n'y avait pas de place pour s'asseoir. Comment se fait-il qu'on ne puisse pas remplir le stade militaire et on veut nous faire voir? Rien ne marche. Mais le vrai problème, c'est parce que politiquement, on n'a pas encore décidé de transformer ça en modèle économique qui va produire de l'argent au Cameroun. Pour que le Mont Everest arrive là où vous êtes, vous savez qu'à l'époque, on sponsorisait les gens pour venir grimper au Mont Everest, pour rendre d'abord attractif. Est-ce que vous savez que pour que le Tour du Rwanda soit aujourd'hui inscrit au niveau du circuit mondial, le Rwanda a payé pour que les gens viennent courir? Si vous voulez rendre ça attractif, vous vous investissez d'abord. C'est comme une entreprise. Quand vous créez une entreprise, vous mettez d'abord de l'argent. Vous pouvez même échouer, mais vous y mettez. Et après, vous tirez profit. Le football est populaire parce que tout le monde sait que c'est le sport qui attire le plus avec le moins d'efforts. Même dans les quartiers, si on met en route, vous ne pouvez pas prendre 2 raquettes et venir jouer au tennis de table en route. Mais vous pouvez prendre un torchon, vous emballez, vous mettez 4 garçons et jouer, vous asseyez à côté. C'est ça qui le rend populaire. Maintenant, l'autre problème qu'on a, c'est que malgré le discours de 84, il y a des sports majeurs et des sports mineurs au Cameroun. Dans les faits. Dans les faits, ça a toujours fonctionné. Même la boxe. Tous ces sports-là, le Cameroun organise le marathon de Douala. Pour celui qui ne savait pas. Il y a le marathon de Yaoundé-Mbankoumou. Il y a au moins 8 activités d'athlétisme officielles, y compris 2 tours du championnat du Cameroun d'athlétisme. Personne ne communique. Je crois que même l'accompagnement médiatique leur est souvent difficile, parce que nous savons que même nos médias sont à l'agonie, alors que les Camerounais déboursent, pour ceux qui travaillent, un pourcentage de leur salaire pour l'audiovisuel. Et on ne dégage pas ça pour permettre aux journalistes de rendre visibles les sports mineurs. Parce que tout le monde a décidé de faire de la fiction footballistique. Et tout le monde court et on en parle. C'est pour ça que souvent, bon, il vaut même mieux les laisser faire parce que c'est tellement touffu que personne ne veut poser un vrai regard scientifique sur l'affaire. On se contente des papillons. On croit que... Le cas, par exemple, de MTN avec le football camerounais, c'est rien. C'est rien du tout. MTN, la SNH est là, l'Orange est là. Tout le monde peut faire, mais qu'est-ce qu'on leur propose pour qu'en le faisant, ils gagnent? Ils font, même avec le foot, la MTN fait du bénévolat. Pourquoi? C'est pour ça qu'il y a un flou derrière. Il y a un flou total. Il y a un flou total parce que ce n'est pas fait ce qui rend comme ça devrait. Moi, je ne vais même pas au détail de comment ils rendent. Si moi, je mets MTN sur mon maillot, vous devez m'expliquer pourquoi je le fais. Absolument. Si vous voulez, les gens qui courent au Mont Cameroun, là, est-ce que vous savez que le ministre du Tourisme doit intervenir? Absolument. Parce qu'il gagne à ça. Est-ce que vous savez que l'industrie hôtelière du Cameroun, mais comme personne ne sait comment on peut après tirer profit de ça, est-ce que l'État est après à nous faire des rabattements? Si on dit qu'on va accueillir 100 athlètes en offrant 50% à la chambre, ça se fait partout. Pour ceux qui font un peu souvent le sport des jeunes, quand moi j'accompagnais des jeunes en formation, les tournois dans les pays comme l'Espagne,
quand on réussit à vous inscrire, par exemple, à la Madrid Cup, vous payez 50% en billet d'avion. Hein. Les compagnies, vous avez des contrats qui font que votre billet d'avion qui doit coûter 1200 €, on vous le fait à 600. Mais c'est des choses. Alors, il y a donc toute une politique autour. C'est pas il y en a qui étaient surpris lorsqu'on leur disait que la sanction s'est courue. Dimanche. Même la CRTV a montré ça en rédivision. Alors, est-ce que ce n'est pas un gâchis d'avoir un événement comme ça, qui est sportif, qui est culturel, qui est touristique, qui est économique, mais qu'on ne donne pas de la valeur? Entre-temps, on est en train de parler de 1 milliard, 100 millions. En réalité, il s'agit ici du traitement de l'information. Le traitement de l'information relève d'abord de la responsabilité journalistique. Ah, je ne voudrais pas ici bon, allez-y, vous l'avez à faire. Vous l'avez déjà fait. Là, nous parlons du traitement de l'information. Oui. Parce que, à mon avis, pour ce qui est des politiques publiques, les politiques sportives, il y a toute une stratégie de politique sportive au Cameroun, c'est-à-dire que holistique, qui intègre toutes les disciplines sportives, sans exclusive. Et est-ce que vous avez l'effet, l'impact? L'impact relève... Le dire politiquement correct, on est d'accord. Est-ce que vous le sentez? Qu'il y a une véritable politique qui développe l'impact. Là, lorsque nous parlons de la macro-politique, c'est-à-dire que lorsque nous parlons de la politique au niveau de sa définition par le chef de l'État, nous reconnaissons déjà qu'il y a non seulement une volonté politique, mais également une praxis, qui veut dire que le chef de l'État met en œuvre un ensemble d'outils et d'instruments visiblement porté vers l'encadrement de la discipline sportive. Nous avons vous êtes au Cameroun. Est-ce que le chef a déjà assisté à la sanction de mon Cameroun? La question est d'établir les responsabilités lorsque nous voyons qu'il y a un échec quelque part. Or, tout à l'heure, nous avons suivi pratiquement un procès à la fois contre le régime, mais également contre le RDPC. Encore qu'il faudrait faire un distinguo entre le RDPC et le régime politique en place, c'est pas la même chose. Hein. Le RDPC est un parti politique et le régime, c'est le gouvernement. Alors, comme pour dire que lorsqu'on a suivi ce procès-là, qui est fait par le docteur Sob tout à l'heure, c'est pour dire que on relève tout de même qu'il est utile pour nous d'établir une matrice de responsabilité. Oui. La matrice de responsabilité, c'est que nous commençons au sommet. Est-ce qu'il y a une politique existante? Oui, elle est là, elle existe. Est-ce qu'il y a des outils et des instruments qui sont mis en place pour la promotion de cette politique? Nous disons oui. Il y a un ministère des Sports, il y a des fédérations qui sont encadrées par le ministère des Sports, il y a des subventions que l'État met à la disposition de ces disciplines-là. Alors, maintenant, est-ce qu'au plan au niveau local, il y a une véritable dynamique de développement de ces disciplines sportives? Là, on peut se questionner. Est-ce que les journalistes qui font partie des acteurs de développement et de la promotion du sport jouent effectivement leur rôle? Je vois tout à l'heure que les journalistes ont été dédouanés du fait que apparemment on prélèverait de l'argent sans toutefois reverser aux journalistes, alors que chaque année je vois le ministre de la Communication signer un décret, un arrêté pour le reversement des fonds liés à l'audiovisuel. Ça, c'est un problème. Alors lorsque nous sommes très sincères, sur la matrice des responsabilités. Alors lorsque je l'ai dit sans avoir la prétention d'avoir évacué la question. Non, on est d'accord pour le schéma. Voilà, Maintenant, on revient sur le cas typique de la sanction du monde Cameroun. Est-ce que le Cameroun n'aurait pas dû faire la sanction son bébé qui deviennent comme le Tour-Anissa Bongoro Gabon, qu'on en parle un peu partout. Demander que son chef de l'État est jamais allé à la station là au Cameroun. Le chef de l'État avait déjà été un peu plus laconique sur la question. Il n'y a pas de sport majeur ni de sport mineur. Ça veut dire qu'ici, il n'y a pas de raison de penser qu'on peut privilégier une discipline par rapport à une autre. Il n'y a pas de débat mondial. Les disciplines sportives, à partir du moment où elles concourent au développement du peuple camerounais, de quelque manière que ce soit, devrait avoir l'attention et l'accompagnement. D'accord, maintenant c'est le cas. Mais là, je vais interroger par vous voulez éluder un aspect. C'est que ce dont nous parlons ici, c'est qu'il n'y a pas eu suffisamment de communication, de marketing sur l'affaire. Et même de valorisation. Non, la valorisation revient plus tard. Vous ne pouvez pas parler de valorisation politique. Non, les deux. Il y a le chef d'État dit qu'il va à la sanction. La base de la valorisation. Avant la communication. S'il dit qu'il va à la sanction, la donne la valeur à une compétition. Jean-Jacques, honnêtement, ce que nous devons retenir ici, c'est que en matière de reconnaissance politique, il y a eu
l'autorisation de manifestation. C'est un acte politique. Il y a eu la subvention du ministère des Sports. C'est un acte politique. Il y a eu les autorités administratives qui étaient des actes politiques. On ne peut pas jeter l'anathème sur les actes politiques ici, mais plutôt de reconnaître ensemble qu'il s'agit là d'un traitement de l'information et du marketing qui devrait accompagner un tel événement. À partir de ce moment, Jean-Jacques, je suis obligé de me retourner vers vous pour vous poser la question. Que s'est-il réellement passé? Pourquoi vous, les journalistes, sur l'ascension? Dans nos, vous savez comment on organise une compétition. Ne venez pas demander aux médias pourquoi ils n'ont pas communiqué alors que vous avez vu quand même les résultats sur nos antennes. On sait qui a gagné, avec des petits moyens. Mais on a accompagné le peu qui est organisé. Le problème c'est pourquoi ne pas faire plus sur un événement comme celui-là qui pourrait avoir une carte de visite made in Cameroun, qui serait une référence parce que le char de Dieu, il y en a pas partout, mais on a cette chance d'avoir un char de Dieu, d'avoir tout ce paysage autour du Mont Cameroun et de ne pas exploiter. Là, quand même, l'une des causes qu'on pourra avoir les plus flagrantes, ça, on ne pourra pas manquer sans le dire, c'est du fait que le parti au pouvoir s'est accaparé ce style de promotion pour faire la promotion du chef la promotion du RDPC et consorts. Le problème de peut-être qu'il faudrait qu'on baptise ça Ascension Chantal Biya. Oui, là, il y aura. Ils aiment bien baptiser à ce genre de nom et consorts, mais ça va nous ramener toujours en arrière. Le problème de l'Ascension du Cameroun est au niveau de la promotion. Avant que n'arrivent les sponsors, c'est au niveau de la promotion. Nous ne faisons pas une très grande promotion. Vous avez vu les JO de Paris. Je pense que 2 mois avant les JO de Paris, vous-même tout le monde entier. Le président de la République Quand je parle de 2 mois, c'est parce que 2 mois avant, toutes les chaînes télé avaient affiché au-dessus. Vous allez voir, ça c'est de la promotion qu'ils font. Et le docteur en parlait tout à l'heure. En principe, pour faire aussi une bonne promotion, le chef de l'État lui aussi devrait se déplacer pour aussi essayer d'encourager le gouverneur. Oui, si, mais il faudrait qu'on aille. On va aller chercher le gouverneur peut aller voir le président du Gabon. Et le gouverneur peut aller voir le président des athlètes. Les athlètes ne sont pas très bien entretenus. Il faudrait qu'on le dise. On voit nos athlètes aller à l'extérieur. J'ai même été surpris au JO de Paris que tous les athlètes que les Camerounais ont eu à envoyer sont revenus. C'était seulement on avait l'habitude que lorsqu'on nous envoie 15 athlètes, on retrouve 5 athlètes qui reviennent, 4 athlètes qui reviennent. Vous devez vous poser ce type de questions. Pourquoi ils ne reviennent pas pour continuer? C'est parce qu'il n'y a pas un travail de fond. Après, on ne retrouve pas. Non, c'est pas un choix de vie. C'est les conditions de vie. Quand l'athlète est entretenu et il voit un avenir radieux dans son pays, qu'on le veuille ou pas, il va revenir. C'est ça qu'on appelle le patriotisme sportif. Et ici au Cameroun, nous ne l'avons pas parce qu'il n'y a pas d'entretien en bas fond. On a vu même des joueurs camerounais aller à une compétition au Canada et après, près de 5 sont revenus. Plus se sont portés disparus. C'est pour les mêmes faits. On ne dirait pas que c'est les mêmes faits qui produisent les mêmes causes. Mais c'est ce que nous essayons de vivre. Donc moi, je pense qu'on pourra mettre plus de promotion dans l'affaire et on essaye de chercher un bon sponsor parce que le sponsor, le franc en parlait tantôt, le sponsor du Mont Cameroun a toujours été Tanguy, si vous me permettez de donner le nom. Mais toujours est-il qu'avec des matchs, il y a derrière, on ne se non, mais c'est bien. Je vais vous dire quelque chose, peut-être je vais chuter par là. Il faudrait y aller sur les lieux. Nous, les jeunes politiques, nous, on est que sur le terrain. Moi, j'ai été pas cette fois-ci, l'année précédente. Il faudrait y aller sur les lieux. Vous voyez où les athlètes sont lotis. Je vous rassure, je ne m'aurais pas donné une phrase aussi désastreuse sur le plateau. Ça, si je vous mens pas, ça nous amène nulle part. Je me pose la question que ces athlètes qui viennent de l'extérieur, là, moi, je pense à mon fort intérieur et dans mes analyses que pour moi, ils viennent plus pour le tourisme que faire. Alors, il y a eu 12 nationalités qui se sont présentées, 600 athlètes pour cette édition. On voudrait considérer, en tout cas avec certains analystes, l'ascension du Mont Cameroun comme un trésor, comme un bébé Cameroun qui aurait pu s'inscrire dans les grands événements mondiaux. Est-ce que ce n'est pas un gâchis que d'avoir une compétition comme celle-là, dont l'environnement qu'on connaît, et de ne pas promouvoir cela? Tout à fait. C'est une lecture qu'on peut avoir. Mais si on considère les éléments que vous évoquez, 12 nationalités, 600 athlètes, si on considère la présence d'un sponsor majeur, non pas Madiba, mais MTN, si on considère l'implication du gouvernement... Mais si le sponsoring au Cameroun, c'est le t-shirt qu'on porte ou le maillot qu'on porte, ici, c'est qu'on change d'appellation. Parce que ce qu'on appelle sponsor ici au Cameroun, j'ai l'impression que c'est les bouffes. Il faut qu'on sache par rapport aux éléments que je dispose par rapport à cet événement,
c'est MTN qui était le sponsor officiel. Et il n'est pas venu avec des choses... il est venu avec les moyens qu'un sponsor peut apporter. Moi, je voudrais que MTN présente un chèque du meilleur joueur d'une Super Coupe sans montant dessus, avec l'identité de MTN, il faut bien interroger cette qualité de sponsor. Je voudrais faire une analyse qui part au-delà des considérations partisanes, parce que malgré les bonnes idées que les coupables ont, il y a toujours une dilution par rapport au chapelle politique qui fait qu'on n'arrive pas à percevoir la pertinence. Le Cameroun a un problème véritable que nous savons tous, c'est celui de l'insuffisance des ressources, du manque des ressources. Donc il est de bon ton que tout ce qui peut être entrepris soit impacté par cette insuffisance c'est vrai ça, insuffisance de ressources. Vous sortez 1 milliard, il faut quand même l'expression n'est pas de moi. Je qui a dit que le Cameroun manquait de ressources. C'est lui qui dit ça, de mentir, parce qu'on n'a pas de ressources. Et on achète la voiture, même pas un président de la République. Maintenant, moi je vais faire comprendre que notre compétition méritait d'être portée au niveau que vous évoquez, mais on peut regretter que c'est plutôt comme quelqu'un a dit, le traitement de la communication, parce que il y a parfois 2 poids 2 mesures. En même temps, il nous fait comprendre qu'ailleurs, on a financé des gens pour aller compétir au Mont Everest, mais je suis sûr que si on fait la même chose qu'au Cameroun, les gens vont crier que c'est un scandale de demander de faire payer. C'est l'approche marketing qui tout à fait. Donc, c'est quand vous partez avec les arguments du parti, que ça date. Il faut donc être capable de comprendre que les éléments qui peuvent marcher ailleurs. Tout à l'heure, je vous ai écouté évoquer le nom d'une première dame ailleurs. Mais figurez-vous, si c'est le cas au Cameroun, vous voyez là où ça va directement. Mais il y a la première dame. Il y a le tournoi. Ce n'est pas bon. Voilà. Dans la politique de pouvoir promouvoir ce sport, si on essayait de dire course de l'espoir Chantal Biya, vous comprendrez que certains trouveraient que les sponsors allaient venir. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Pourtant, c'est une approche marketing qui peut avoir son pesant d'or. Qu'apporterait la présence du chef d'État si ce n'est attirer les personnes, les citoyens à s'intéresser. Donc moi je crois que on a raison de dire que la course n'a pas été suffisamment médiatisée, mais il faut comprendre que la présence des pays étrangers montre quand même qu'il y a eu un travail qui a été fait à la base, qu'on est le Kenya, qu'on est l'Éthiopie, qu'on est l'Ouganda, où on trouve des athlètes de haut niveau. C'est quand même dire que au niveau de la fédération, avec les moyens qui étaient les leurs, ils ont fait des efforts. Mais il reste entendu que nous avons un problème. Est-ce que ce n'est pas une question d'approche globale? La limité à l'ascension du Mont Cameroun et la fédération d'altisme. Je suis d'accord avec vous que l'ascension du Mont Cameroun globale du sport au Cameroun pose du problème. Pourquoi on s'intéresse même au football? C'est parce que ça anime les débats. Pas parce que c'est vraiment attractif, mais c'est parce que là-bas, justement, il y a une star, il y a une star, et puis il y a le gros moteur. On parle quand même des milliards à Vous avez une finale d'ascension du Mont Cameroun, et même les stars ici sont pas et malheureusement, même les stars n'étaient pas. Oui, mais ça participe dans la vision globale. Comment donc faire pour que on puisse comprendre qu'autour d'œuvres comme celui-là, on peut faire converger plusieurs disciplines. On peut faire appel au tourisme, on peut faire appel même à la culture, la politique. Là, c'est l'événementiel. C'est ça la politique. C'est ça la politique. Mais on le voit avec le tour à Missa Bongo, le tour de France. Mais il y a une grosse part. Il faut dire que pour une fois, la fédération n'est pas faite des membres d'un parti politique. Voilà. Donc là, on peut critiquer la compétence ou alors... Il faut dire ça. Non. Ceux qui sont en charge de la fédération. Parce que les comment les fédérations fonctionnent, parce qu'ils sont appuyés par le comité d'événements ailleurs. Quand il y a un tournoi national, par exemple, dans certains pays, une fois que le tournoi... Quand on nous a attribué la CAN, c'est pas le chef de l'État qui a commencé à s'agiter avec son gouvernement pour organiser. Pourquoi pour le foot, tout le gouvernement se lève pour le faire? C'est que vous avez évoqué qu'on dit qu'il y a un sport majeur. Mais, non, il a dit que c'est pas il j'ajoute que l'absence de vision économique derrière l'affaire. Comme nous sommes dans une économie de prédation où on puise ce qui existe, la chasse et la cueillette, personne ne réfléchit en termes de que on peut investir objectivement parce qu'on va gagner
plus. Parce que imaginons-nous, parce qu'on a cherché les équipes. Ça commence par le choix des personnes. Non, je dis ça commence par celui qui est leader politique. Le choix des équipes de 3e zone de l'Ouganda et du Kenya. Aucun sponsor kenyan ne les a accompagnés. Mais si le chef de l'État du Cameroun, quand il était encore fort, il venait à la finale de la Coupe du Cameroun. Encore fort, c'est-à-dire quoi? Parce qu'il ne vient plus à la Coupe du Cameroun. Allez me le dire, il n'est plus jeune quand même, soyons objectifs. Oui, mais vous parlez de force. Mais c'est ça là, je parle de la force vitale. Comme fait qu'on peut. Il allait à vélo. Même à mon âge, je ne peux plus faire ce que je faisais comme sport. Le président va toujours à vélo. Je dis à mon âge. Il va toujours à vélo. Je dis qu'il. L'arrêt de vous, je dis qu'il n'est plus allé au stade. Si, au niveau de la présidence, même le numéro 2, parce qu'il y a un numéro 2 là-bas, se déplacer, vous alliez voir vous-même l'engouement touristique qu'il y a là-bas. Moi, je vais au-delà, ce n'est même pas ça. Je dis dans le cadre des autres fédérations, que ce soit l'athlétisme, que ce soit le judo, que ce soit le volley. On a vu souvent des Camerounais prendre la pirogue pour aller à des compétitions. Si on organise de l'unité mourir ici, hein, si on organise des activités pour gagner de l'argent, en 2 ou 3 exercices, la présidence s'investit. Vous allez voir que ça va changer. Et lorsque ces équipes majeures des pays voisins vont vouloir se déplacer, leurs sponsors, parce que même en Europe, même aux États-Unis, les athlètes ont des problèmes souvent pour participer à la compétition. Oui. Si leur sponsor ne finance pas. Or, le sponsor ne va financer que s'il est sûr que cette compétition aura la visibilité nécessaire au niveau ne serait-ce que continental. Si vous n'êtes pas impliqué, si le chef de l'État se déplace pour Buea, tout le monde sait que toutes les télévisions, y compris les pays voisins, vont être braquées. À ce moment-là, Nike qui accompagne les champions du Kenya va venir. Et on va demander à Nike de payer, ils vont payer. Parce qu'ils savent que c'est la règle. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas de la magie. D'accord, je n'ai pas pris de parole depuis. Enfin, ce que je voudrais souligner en ce qui concerne l'ascension du Mont Cameroun, il faut aussi comprendre que la majeure partie des athlètes qui partent concourir sont des amateurs. Et c'est un véritable problème. Quel sponsor va venir vraiment, quel véritable sponsor va venir greffer son image sans savoir ce qu'il gagne en retour? Pourquoi sont les amateurs? C'est ça, le problème d'année. Le problème, non, c'est pas seulement au Cameroun que les coureurs sont amateurs. Les amateurs existent partout dans le monde entier. Donc, aujourd'hui, il faut donc chercher à professionnaliser toutes les disciplines. Ça, c'est mon combat. J'essaie de le dire. Qu'il faut chercher à professionnaliser toutes les disciplines. Si vous voyez ailleurs, même ceux qui font le cyclisme, vous voyez, il y a des clubs, mais qui sont amateurs. SNH dont vous avez cité, il y a des coureurs là-bas, mais qui sont amateurs. Est-ce que cela peut permettre à ce que nous puissions avoir une certaine visibilité? Or, imaginez les plus grands coureurs du monde. S'ils étaient annoncés dans ce tour, le Tour de France, pour ceux qui regardent beaucoup plus le cyclisme. Mais vous voyez, le monde entier est braqué parce qu'il y a les meilleurs coureurs du monde. Mais l'ascension, l'étape première serait quoi? Les gens, on ne vient pas pourquoi? Est-ce que ce n'est pas parce que vous-même, dans la vision du développement du sport, vous n'avez pas... Il y a d'abord le classement. L'ascension du Mont Cameroun il faut mettre les moyens. Si on met les moyens classés à quel niveau l'échiquier national? Parce qu'on n'a pas mis les moyens. Si on met les moyens, ça développe cette activité et on change de classement. Mais ce que je voudrais dire, ce que je voudrais dire, ce que je voudrais dire en matière d'ascension du Mont Cameroun, quel moyen? Vous savez, ça a été une activité qui a été prise comme une activité de souveraineté, où il fallait juste il fallait réunir les gens et le représentant. Mais il faut de mettre l'argent. Il y a de l'argent, mais l'argent ne suffit pas. C'est pourquoi j'ai dit, vous ne pouvez pas mettre assez d'argent dans une discipline des amateurs. C'est maintenant, au fur et à mesure, vous ne pouvez pas me dire, nous sommes rendus à la 30e édition. Oui. Depuis que ça a été créé, je crois, en 96, jusqu'à aujourd'hui. Mais ça évolue par étapes. Ce n'est pas les mêmes conditions que lors de la création. Ça veut dire que ça va de manière progressive. Ça évolue. Ça évolue. Quoi de nouveau? Premièrement, sur la quantité des athlètes. Deuxièmement, le nombre de pays qui a augmenté. Troisièmement, mais vous avez posé une question, vous avez les réponses. Il y a toujours eu des étrangers. Pas le nombre de pays, mais le nombre d'athlètes qui sont arrivés des pays étrangers. Parce que 10 pays peuvent venir avec un athlète. Or, 12 pays peuvent arriver peut-être avec 200 athlètes, c'est différent. D'accord. Donc je dis, le nombre d'étrangers qui ont ce qu'on fait.
Comment on fait donc pour arriver à ce niveau de professionnalisation qui fasse venir plus des pays, plus de lumière, les chaînes de télévision internationales? La première des choses, c'est la cagnotte. Vous ne pouvez, 10 millions c'est zéro. Donc l'État doit mettre plus d'argent. Vous ne pouvez pas dire celui qui gagne la sanction du monde Cameroun, ça fait, je crois, dans les 6 000 euros. D'accord. Le billet d'avion coûte combien? Celui qui va quitter du Canada pour arriver. Donc ça veut dire rien que son billet d'avion, rien que son billet et son assurance. Parce que les athlètes professionnels, les athlètes, je voudrais dire, je voudrais pas me laisser distraire. Les athlètes, vous gagnez une médaille olympique, c'est ça sérieux. Parce que les athlètes qui viennent, il y a l'assurance qui couvre les athlètes. Combien coûte l'assurance d'un athlète? Ce que vous voyez, même nos basketteurs ont de la peine à venir représenter le Cameroun à l'équipe nationale du basket parce que l'assurance coûte très cher. Il y a les billets d'avion. Vous allez dépenser plus de 20 millions pour venir gagner 10 millions qu'on a gagné là. Donc il faut maintenant seulement maximiser, rendre déjà ce tournoi professionnel. Rendre cette ascension professionnelle et maintenant mettre sur pied des stratégies qui vont permettre à ce qu'il y ait assez de ressources. Parce que nous ne travaillons pas. Nous ne travaillons pas. Parce qu'on sait déjà que l'État va apporter, l'État va donner 500 millions. Dès que l'État donne 500 millions, il faut d'abord se partager, laisser même la priorité qui est les athlètes. Or, si on mettait l'athlète au centre de cette ascension, je vous dis, on aurait eu des meilleurs athlètes qui auraient choisi de venir conquérir et des sponsors majeurs. Je vous prends le cas. Lorsque Lionel Messi décide d'aller au Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain a le quadruple, combien d'années? Il a le quadruple des sponsors qu'il n'avait pas, juste pour l'image de Messi. C'est de la même manière. Je vous dis, il y a des athlètes de renom. Gérard, il faut qu'on se comprenne. Vous avez votre bébé, votre poulet d'or qui s'appelle l'ascension du monde Cameroun. Comment on fait pour que le Cameroun puisse avoir un événement de fierté nationale et internationale? C'est ça notre question. Non, c'est bien les 12 pays. Le ministre du Tourisme n'est même pas au courant. Il ne fait rien. Le ministre de la Culture n'est pas au courant. Moi, j'ai déjà assisté au ministère. Toutes ces entités sont représentées. On voit ce qui est sur le site. Ces entités sont représentées. Je pense que la faiblesse de notre discussion ici est la force. Moi, je parle d'abord de la faiblesse. La faiblesse de notre discussion ici est le fait que beaucoup veulent simplement jeter l'anathème sur les pouvoirs publics. Alors, ça fausse un peu l'idée du débat parce que il faut reconnaître ici que la promotion d'un tel événement dépend d'abord de la responsabilité citoyenne collective et du leadership local. C'est-à-dire la vision. Mais la vision, elle est là. Nous sommes, la vision, elle est là. Maintenant, la mise en œuvre de la vision pour connaître quelques hiatus. Et c'est pour ça que je dis qu'il s'agit ici aussi du leadership local organisationnel. C'est-à-dire que le président de la fédération et son équipe peuvent également développer un ensemble de marketing. Parce que nous parlons là d'un financière. Il y a des mécanismes carrés. Vous faites comme si nous étions au Tchad ou en Centrafrique. Reconnaissons une chose, c'est que là nous parlons un peu du Cameroun, mais revenons sur de façon générale. Nous savons que le football est le sport le plus prisé dans le monde entier. Les événements de football sont plus médiatisés à travers le monde et suscitent plus l'intérêt des sponsors et de tous les acteurs. Alors, ça n'empêche pas que dans les États, dans certains pays, ils ont des événements. Le football n'est pas là-bas. Ça vous regarde. En Inde et au Pakistan, c'est le cricket. Aux États-Unis, là, il a plus regardé que le cricket. Il a plus regardé que le cricket. Comment aux États-Unis le football est regardé? Vous savez qu'en Inde, il y a deux types de championnats. Alors, on ne pas regarder comme aux États-Unis. Permettez à parfait. Parfait. Oui, ça peut atteindre le basket, mais je suis pour vous dire que la difficulté que les autres disciplines sportives ont à se faire firmament n'est pas seulement l'apanage du Cameroun. C'est une affaire régionale. De façon prompte. Pour ceux qui ne décideraient pas de mettre l'argent dans ces autres disciplines, comment on le fait avec le football? Sachez que l'État a certes les moyens, mais les moyens sont insuffisants. Ces moyens ne peuvent pas permettre qu'on mette autant de moyens financiers dans toutes les activités. Alors, nous faisons la politique des moyens disponibles.
Et cette politique des moyens disponibles devait être accompagnée par le génie des acteurs locaux d'encadrement des disciplines. C'est pour ça que j'en appelle ici au leadership local. C'est-à-dire que les responsables de cette ascension devaient développer d'autres mécanismes pour créer ce qu'on appelle des ressources alternatives et des ressources additionnelles capables de booster cette discipline vers le haut. Ça fait, on est d'accord là-dessus. Je suis la responsabilité des médias. C'est-à-dire que la responsabilité... je ne vais pas faire on paye. Les droits d'où? Mais les médias, c'est pas le droit de part, tout le monde paye les médias. Ne faites pas ce qu'on vous demande de ne pas faire. Non, laissez-moi vous expliquer. Ce n'est pas les médias, vous ne comprenez pas. C'est que vous parlez de là, vous me de voir. Parce que je croyais que vous êtes vraiment vous parlez, vous ne comprenez rien du tout. Rien du tout. On sait comment ça tourne. Ce n'est pas que les médias. Je vais vous dire le problème de l'Afrique et du Cameroun. Non, laissez-moi dire. Parce qu'il y a des choses qui font de la confusion. La politique au Cameroun. D'abord, je ne sais pas si vous avez déjà organisé même un championnat dans un quartier. Qui parle? Oui, pour savoir que c'est le politique qui donne le là. Ce n'est pas l'argent. C'est le politique. Si vous allez dans un quartier organiser un tournoi et que le chef et l'autorité qui est là disent qu'ils viennent à votre championnat, vous voyez que ça change. Oui. Dès que ces gens disent qu'ils ne viennent pas, mettez tous les moyens que vous voulez. Ça fait flop. Ça c'est passé, c'est le politique. J'ai dit, pas au Cameroun. Pas au Cameroun. Calmez-vous, les stars viennent après. L'exemple qu'il a pris, le Paris Saint-Germain a fallu combien d'années pour pouvoir acheter un jeu comme ici? Donc tout dépend des figures emblématiques. Je dis, avant qu'on ne commence à arriver là, on met d'abord un cadre qui permet qu'on sente que l'affaire est portée par... Je ne parle pas du RDPC, je parle même au Camerounais du futur. C'est-à-dire que vous enlevez Paul Biya le RDPC là. Si ceux qui prennent le pouvoir ne considèrent pas qu'ils peuvent mettre en place un business modèle, je dis même pour le balayage des rues, rien ne va fonctionner. Le problème chez nous, c'est qu'on ne veut pas. On vit de là. Le football a sauvé le Cameroun, vous le savez, en 90. Ah, donc on n'est pas... D'accord, allez. Bonsoir, la course de l'espoir n'est plus, s'il vous plaît, n'est plus au niveau de la fédération d'athlétisme qu'on confie l'organisation à une agence qui va faire l'événement, qu'on quitte derrière le terme d'événement de souveraineté. Voilà, le Tour de France, mais Tour de France, c'est d'être événement souverain. Francis de Yaoundé, on aime bien les propositions qui vont dans ce sens-là. Il faut aller à l'événementiel. Il y aura les biais politiques au Cameroun. D'accord, on est d'accord là-dessus. On a confié des choses ici aux gens, on a encore bloqué. Comment ils font ça? On a un gars qui a organisé le championnat. Alors, très bonne émission, mais trop de bruit. Vous savez, quand on parle de sport, là, généralement, c'est difficile de les arrêter. On ne vous écoute pas bien. L'homme de l'UPC doit laisser les autres dérouler. Pour le thème, c'est la politique du sport qui est à questionner. D'ailleurs, les deux thèmes se suivent. Imaginez un comité d'organisation avec Mbango, Mila, Eto, etc. Les voix qui comptent en international. Mais quand pour nos gouvernants, nos héros sont des zéros, c'est Adjomo depuis Niété. On vous salue là-bas Niété pour cette participation. Merci beaucoup. Que dit la participation d'Abidjan? Le représentant du RDPC a cité le nom de M. Biya au moins 10 fois en 3 minutes. C'est depuis Abidjan. Hein? Alors, qu'est-ce que le ministère des Sports fait pour accompagner les fédérations alors qu'il y a un budget? À quoi sert un ministre des Sports au Cameroun? Les préoccupations des ministres des Sports au Cameroun, c'est l'argent du football. Vous voyez que ça vient de loin, de ce côté-là. On pourrait sortir du football en développant d'autres activités. Bonsoir Jean-Jacques. Vous avez deux RDPCistes sur le plateau qui ne disent rien de bon. Je me demande quand ils restent là. Les enfants et femmes les regardent comment? Quand ils tiennent des discours, comme tu n'as encore rien dit. Vraiment, c'est la honte pour la République. Cabral est le seul qui fera de ces pays le miroir du monde. On le fait là. Il y a le président du FER qui est ici. Et toi, tu veux parler de Cabral, tu veux dire que le FER va penser que c'est un complot. Bonsoir Jean-Jacques, franchement, votre chaîne que nous respectons beaucoup. Mais de plus en plus, vos panélistes ont des langages pas justes avec le peuple camerounais. Vraiment, parlons de ce qui se passe aujourd'hui. Je crois qu'on a suffisamment évoqué le cas NS Wandje et les héros en début d'émission. Si vous avez suivi, je crois qu'on a tout recadré. Il ne faut pas globaliser tout. Ne zappe pas. Reste sur la chaîne. Tu regardes. Si tu zappes, on va être triste.
faut rester avec nous. Bonsoir Jean-Jacques et à ton panel. Très belle thématique. Tu as bien fait d'inviter Gérard Hélé, qui passe la majeure partie de son temps à dénigrer un de nos héros Samuel Eto'o sur les plateaux de télévision. Yandom, depuis Yaoundé, Gérard, on t'a repéré. Alors il y a quelqu'un qui avait répondu que Samuel Eto'o n'a de leçon à donner à personne. On a pris le poste de Samuel Eto'o. C'est aussi souvent ça le problème. On pouvait avoir des problèmes avec Samuel Eto'o. Mais si son doigt pointe quand même la lune, regardez au moins la lune, la question qu'il a évoquée. Alors, est-ce que le sujet aujourd'hui n'est pas parce que les pouvoirs publics ont abandonné d'autres événements qui étaient les événements de souveraineté, même si beaucoup n'aiment pas ce mot-là, le FENAC, le CONIS. Est-ce que ce n'est pas des exemples qui montrent que le pays ne veut pas prendre après le corps un événement qui lui est et qui peut être vendu à l'international? Je pense que le pays essaye de faire fi, de fuir vraiment ses responsabilités, surtout dans le domaine des sports, dit-on, mineurs. Mais quand on essaye de... S'il fallait qu'on revienne au niveau de l'ascension du Mont Cameroun, le frère d'en face parlait de l'amateurisme, parce qu'il y a beaucoup d'amateurs. Au Cameroun ou bien dans le monde entier, on ne peut pas être 10 ans amateur, comme il expliquait tantôt. Il faudrait qu'on sorte de là. Moi, je souhaiterais que les vainqueurs de l'ascension du Mont Cameroun amateur aillent compétir aussi ailleurs. Nous avons l'impression que toute leur vie, ils tournent autour du Mont Cameroun. Ça veut dire qu'ils ne compétissent qu'une fois par an. Là aussi, c'est un grand problème. Qu'ils soient déjà bien rodés, non? Avant d'aller essayer ailleurs. Maintenant, il faudrait qu'on essaye d'avoir aussi nos jeunes frères qu'on pourra mettre sur le terrain. De temps en temps, on essaye de leur routiner pour qu'à l'extérieur aussi, ils puissent toujours aller compétir. Troisième proposition, on reste dans le cadre de la promotion. Il faudrait qu'on essaye de promouvoir, et pour promouvoir, il faut mettre les moyens. Donc, je souhaiterais vraiment qu'on mette les moyens et que le RDPC, pour l'instant, qui détient tout à main, leur permette vraiment d'avancer s'ils ont cette idée-là. Parce que parfois, on pourra financer et ne pas avoir la bonne idéologie. Alors on sort par Eugène. Oui, moi je pense quand même qu'il faut essayer de rappeler un certain nombre de choses. Si on sort avec l'idée que c'est la vision qui fait problème, on pourrait se tromper. Parce qu'au Cameroun, quand même, il faut reconnaître qu'il y a un document de stratégie pour le déploiement qui s'appelle le DSE. Quand on rentre dans ce document, on va bien découvrir là-dedans qu'il y a une vision, une politique sportive au Cameroun. Maintenant, on peut avoir des difficultés à l'implémenter, mais c'est autre chose. Il ne faudrait pas qu'on ait l'impression qu'au Cameroun, l'État camerounais ne sait pas où est-ce qu'il veut aller en matière de sport. Nous regrettons que... Non, il va aller où? Non, il y a une vision, définie dans le DSE qui est un document de référence. Comment est-ce qu'on lit la progression? La progression, si ce n'est pas le football qui est une affaire, tout le monde se lance ainsi. Est-ce qu'on a vu la progression, une vision se matérialiser? Si nous allons vers une analyse concrète, nous verrons qu'il y a des choses qui sont faites. Mais si nous voulons commenter sur un événement qui s'est déroulé, on peut avoir l'impression que rien n'est fait. Et jeune, les données qui existent... Combien de stades de volleyball au Cameroun? Justement, ou de handball. Ce n'est pas l'absence de la vision. La vision, ce qui a conduit, par exemple, à la multiplication des infrastructures sportives. C'est ça la question. Donc les infrastructures sportives, pour vous, c'est le bien de tout. Non, il y a des palais dans la vision. Les palais de sport, en dehors de Wardaya, nos palais de le DSE dont vous parlez là a été rédigé en quelle année? Non. Je veux prouver que les qu'il y a une vision qui est mise en place ou alors qui est donnée. Si Bafia évolue au même niveau, il faut... On a dit région. Ce sont des réalités que... On a dit région. Il y a des régions qui n'ont même pas de cours de les causes sont là. Elles sont beaucoup plus liées aux moyens. Il n'y a pas de raison. On a des problèmes de gouvernance au Cameroun, des problèmes de malgouvernance, des problèmes de ressources. L'erreur qu'on veut nous faire, l'erreur à éviter, c'est de penser que le Cameroun va mal à cause d'un parti politique. Oh, quand on n'a pas dit ça, vous dites qu'il y a les problèmes de gouvernance. Qui gouverne alors?
Ceux qui gouvernent, ce sont les Camerounais. Non. Moi, il y a un parti au pouvoir, j'ai au moins des candidatures pour passer les messages. Soyons sérieux. Merci, docteur. Profitons pour passer les messages utiles. Dans cette vision-là, il faut qu'il y ait un contenu. Tout à fait. Parce que les Camerounais aujourd'hui veulent pratiquer du sport. Ils veulent des pistes d'athlétisme, ils veulent des stades de volleyball, de handball, comme il y en avait à Messa et consorts. Il faut des espaces verts. Comme mon confrère, c'est pour que moi je regarde la télévision. Comment les gens veulent réagir à la réalité? Combien de fédérations marchent aujourd'hui? Tout à fait. Et voilà le véritable problème. C'est pas seulement une affaire. Le Cameroun souffre d'un problème de casting de ses responsables. Il faut que nous ayons le courage de choisir les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Si on continue à faire du marketing politique, on continue à faire c'est ça la politique. Et toi, à ta place. Et toi, la FECAFOOT à sa place, non? Ça marche. Peut-être que nous sommes à sa place. Je suis en train de vous dire que le problème, c'est que les politiques, la gouvernance, comme vous avez dit là, soyons sérieux une fois au Cameroun, non? Ou alors on reste à la maison, vous regardez déjà. Je l'ai évoqué. Dire au Camerounais que non, le vrai problème, le seul, c'est le leadership politique. Quand vous avez un leader politique qui a tracé une voie qui existe vraiment, personne ne dérive. Non, il n'y a pas de fixation là. Ne faites pas de l'amalgame de la diffusion. Le débat au Cameroun aujourd'hui, c'est que tout va à l'eau. Et c'est lié à la tête. Point, la locomotive ne fonctionne pas. On va sortir de ce sujet-là. Le seul sponsor qui peut mobiliser autant de monde pour l'ascension du Mont Cameroun, c'est les brasseries du Cameroun. Je ne sais pas quel élément vous avez pour l'affirmer. C'est une analyse. Parce qu'il pense que tel que s'il y a la Guinness, la pression, ils vont venir. Non, mais c'est un problème sérieux. C'est très sérieux. Il faut que l'État travaille, que les fédérations travaillent, qu'ils fassent des démarches. Rappelons-les pourquoi tout marchait avant. Le général Séming avait fait avant tout marchait pour au niveau des écoles, il y avait la fédération, la FENASCO qui marchait. Dès la rentrée, toutes les écoles, on savait qu'il y a la compétition interscolaire. Ça arrivait au lycée. Les universités, ça marchait. Et c'était l'État qui était derrière. Il y avait les colonies de vacances. Il y avait des centres de jeunesse. L'athlétisme était presque semi-professionnel au Cameroun. Même le foot. Parce que la loi qui existe et qu'on n'applique plus, c'est que les entreprises soutenaient les clubs et on dégrévait ça de leurs impôts. Cette loi existe toujours. Est-ce que les hommes ont changé entre-temps? Non. Mais c'est la vision du leadership des hommes. Il y a toujours les jeunes. D'accord, merci beaucoup. Comment? Il faut alimenter tout cela. Alors parlons de la présidentielle. Je sais que les hommes politiques voulaient absolument parler de cette élection présidentielle qui est annoncée. On a pris un fait qui peut être banal pour certains, mais on a quand même observé que chaque fois que les évêques font une sortie, les chefs traditionnels réagissent. Monseigneur Cléda a commencé avec l'évêque de Yagua. Le conseil des chefs traditionnels s'est rassemblé à Yaoundé pour dire que nous, on est pour le président Biya. L'évêque de Yagua est revenu à la charge et cette fois-ci, c'est du sud-ouest que les chefs traditionnels sont mobilisés et demandent même au président, au candidat du RDPC, d'aller lancer sa campagne de ce côté. Est-ce que c'est un duel? Est-ce que c'est un point de pont entre l'Église catholique ou certains représentants de cette église-là et les chefferies traditionnelles? Quel est le regard que vous jetez sur cette affaire-là? Moi, je pense d'abord que vous-même, vous lisez les faits. D'un côté, c'est un évêque. De l'autre côté, c'est un conseil. Bon, au moins un évêque. Au moins un évêque. Il y a Cléda, il y a l'évêque de Yagua, et puis il y a la conférence épiscopale je voudrais vous faire observer ici la démarche solitaire d'un côté, et de l'autre côté, la démarche collective, qui consacre la légitimité populaire de l'action. Et au-delà de la légitimité populaire, l'ancrage culturel de l'action. C'est-à-dire, comme pour vous dire que nous avons là le cas de deux autorités morales, et ces autorités morales qui agissent sur un peuple. Et ce peuple-là, à un moment donné, a besoin d'orientation. Et ces orientations sont telles que nous avons d'un côté une démarche solitaire qui n'engage plus personne que l'individu même. Ça devient une opinion. Et de l'autre côté, vous avez tout un conseil, c'est-à-dire que vous avez des chefs traditionnels qui cumulent avec eux un ensemble de prérogatives. Et ces prérogatives qui vont parfois jusqu'au niveau de l'organisation des familles. Donc vous comprenez qu'à partir de ce moment-là, on ne peut apporter de l'intérêt et du crédit beaucoup plus sur la chefferie traditionnelle. Maintenant, nous sommes là dans un jeu purement de domination politique, un jeu de rapport de force, un jeu de rapport de domination. Alors la question à se poser, c'est de savoir quel est l'impact de l'opinion d'un prélat ou d'un chef traditionnel dans une approche électorale.
dans une démarche purement électoraliste. Ça, il faut encore évaluer à partir des statistiques. Mais je sais néanmoins une chose, c'est que le président Paul Biya, dans sa vision générale du pays, avait déjà, dans un premier temps, sacralisé certains principes fondamentaux de la République, c'est-à-dire que la laïcité. Et dans la laïcité, il y a une véritable séparation entre l'État et l'Église, mais au-delà de cette séparation-là, il y a la reconnaissance de la diversité d'opinions religieuses et d'engagement spirituel et religieux et tout, qui fait en sorte qu'on ne peut pas être aujourd'hui en train de rentrer dans l'autocratie. Ce n'est pas possible. Nous sommes aujourd'hui dans une démocratie où il y a une pluralité d'opinions, une pluralité d'intérêts et chacun y va en fonction de son intérêt personnel. C'est ça qui fait le jeu politique et le jeu démocratique. Alors c'est tout à fait normal et c'est une réussite même au Cameroun de voir que tout le monde peut s'exprimer sans craindre quoi que ce soit. Et c'est tout à fait normal de retrouver aussi ceux qui ne veulent pas rentrer dans une approche de palinodie, c'est-à-dire que de changement d'opinion brusque par rapport à une situation. Le problème est resté clair sur le fait que le président Paul Biya, tel qu'il gouverne le Cameroun, nonobstant les difficultés et les reliques de la colonisation, ça il faut toujours le rappeler, les reliques de la colonisation, le président Paul Biya a quand même dirigé le Cameroun en nous évitant un certain nombre de grammes. Notamment, il a préservé notre souveraineté, il a préservé notre intégrité territoriale, il a même préservé ce qu'on appelle l'essentiel, c'est-à-dire que le développement du capital humain à travers l'école. Donc il faut reconnaître que tout ceci, bon, il y a quelques contraintes sociales, quelques contraintes alimentaires qui parfois peuvent venir exacerber les comportements des uns des autres, mais l'essentiel a été respecté et l'essentiel est là. Maintenant, quelle est la légitimité même de l'homme qui fait aujourd'hui preuve de débat? C'est la légitimité populaire du président de la République, de M. Paul Biya, je parlerai même de M. Paul Biya, est indéniable. C'est-à-dire qu'il jouit d'une telle popularité et d'une telle légitimité qui fait en sorte qu'il a la même légitimité sur l'ensemble du territoire national dans tous les domaines, comme Samuel Eto'o-Fils l'est dans le football, uniquement, exclusivement dans le football, pas dans une autre discipline. Comme pour vous dire qu'en réalité, le fait pour un peu là d'intervenir, nous saluons déjà ça, nous sommes en démocratie. Maintenant, l'impact est dilué par le fait que c'est une démarche solitaire. Voilà. Et maintenant, de l'autre côté, l'impact a une portée purement républicaine parce qu'il s'agit... Chez les chefs, c'est républicain. Chez les chefs, parce que ce sont des conseils qui s'expriment, c'est-à-dire que c'est un groupe de personnes qui représentent une certaine légitimité populaire, qui impacte sur l'organisation des sociétés. Là, vous ne dites pas certains chefs, c'est tous les chefs. Ah oui, mais c'est tous les chefs. À Yaoundé, c'était tous les chefs. Il n'y a pas eu un chef, aucun chef n'a contesté. Avec combien de signatures au bas du Non, les signatures étaient indiquées. C'est-à-dire que les signatures, c'était les leaders des régions. D'accord. Les leaders des régions. Tout le monde ne pouvait passer. Ils sont plus de 800. Ils ont été mandatés, donc pas. Voilà, ils ont été mandatés. Et en tant que leader des régions, ils ont signé pour le compte des autres. Parce que. D'accord. Sur cette affaire-là, entre l'église catholique ou certains représentants de cette église catholique-là et les chefs traditionnels, est-ce qu'ils jouent sur un terrain explicable, compréhensible, ou alors ils jouent totalement hors jeu? En principe, ils jouent sur un terrain très glissant. Je reconnais que ce soit que ce soit les chefs religieux, que ce soit les prélats, ils sont des hommes ordinaires comme nous autres. Mais un chef religieux, déjà, c'est un leader culturel. Il faudrait qu'il sache qu'il va amener avec lui ses brebis. Je crois que ses brebis, c'est sa population en fonction de la zone dont il s'y trouve. Si peut-être dans ce milieu-là, on y retrouve des personnes qui sont d'une autre obédience politique, qui ont peut-être un penchant pour un autre parti, automatiquement, ils seront refoulés de la chefferie. Et là, ça va leur créer encore donc les chefs traditionnels sont sur un terrain glissant. Très glissant. Et là, je peux condamner les chefs sur ce fait-là. Parce que nous autres jeunes politiques que nous sommes, quand nous arrivons dans une zone quelconque, on s'y rend d'abord à la chefferie. Oui, quand on s'y rend à la chefferie, on fait l'effort de se présenter et d'être encadré par le chef, même dans le domaine culturel et spirituel, s'il faut qu'on le dise ainsi. Ça veut dire que si le chef est déjà dans un cadre bien prédéterminé, automatiquement, il va vous refouler. Je reviens au niveau des prélats pour écouter toute la parole
du prélat de Yagua. L'évêque de Yagua. Bon, de l'évêque de Yagua, vraiment, j'avoue qu'il a pu s'exprimer, mais là, c'est dans ses propres responsabilités. Là, il faudrait le dire. Mais ce que moi, je pourrais donner comme conseil, ça, c'est au champion du RDPC. Je pense que je pourrais être son petit-fils. C'est qu'à un moment donné, même quand nous regardons nos parents à la maison, oui, nous essayons de limiter leurs tâches. Il nous arrive parfois que le papa atteint un certain âge, vous lui dites que non, papa, de ce côté, laisse. Nous, on va t'accompagner. Pas plus tard que ce matin, je lisais un jeune du RDPC dans un média, je dirais, c'était un média, dans un journal, Onana et Consort. Lui, il a proposé, il fait partie. C'est pas une opinion. Là, il a proposé, dans le journal. Là, oui, là, il a proposé qu'il souhaiterait, qu'est-ce qu'il que le RDPC soit totalement rajeuni et qu'à travers le rajeunissement du RDPC, ils peuvent tirer leur candidat. Je souhaiterais que vous y preniez cela et vous ramenez dans vos bureaux. D'accord. Que de mêler un peu tout un chacun. Et s'il fallait que je chute par là, si vous me permettez, Jean-Jacques, vous verrez, si on essaye d'interroger chaque chef, je dis individuel, beaucoup vous diront qu'ils ont été forcés d'aller faire ce qu'on a vu à la télé. Alors, pour la deuxième thématique, c'est pas un duel juste. Le Cameroun profond, représenté ici par les chefs traditionnels, détenteurs du pouvoir traditionnel, refuse que l'extérieur vienne nous dicter. Ils considèrent que les chefs, c'est l'intérieur, et l'Église, c'est l'extérieur, il met entre parenthèses Vatican, que notre État vienne nous dicter. Pour cela qu'il refoulerait quand même la population baptisée. Alors, est-ce que le jeu qu'on observe aujourd'hui entre ces évêques-là, la réaction immédiate des chefs traditionnels, est-ce qu'ils sont dans le stade, dans le terrain? Bon, Gigi, vous savez, je vais un peu convoquer la Bible parce qu'on parle des hommes de Dieu. Vous savez, lors des noces de Cana, Marie dit à Jésus que le vin est fini. Et quitte à Jésus de lui dire, mais mon heure n'est pas encore arrivée. Pour dire, le RDPC qui parle maintenant là. Je suis en train de vous dire, mon heure n'est pas encore arrivée. C'est que Jésus répond à Marie. Mais comme nous sommes dans un débat où je suis appelé à parler, parce que je le disais encore, je vais m'exercer à répondre. Vous savez casquette neutre. Je ne porte aucune casquette. Bon, là nous avons deux pannes. Nous avons d'un côté des hommes religieux qui représentent le spirituel, c'est-à-dire sur le plan divin. Et de l'autre côté, nous avons ceux qui sont des gardeurs, les détenteurs de la tradition. Qui représentent aussi. Qui représentent, et non seulement que le spirituel, mais là j'ai parlé de la divinité, et je parle de ceux qui détiennent, pas des ancêtres, ceux qui sont avec les ancêtres. Donc, qui détiennent. Bon, ça dépend de. Là-bas c'est ancestral. Voilà. Là-bas c'est ancestral. Non, maintenant, ils sont directs. Permettez que je puisse m'exprimer, vous aurez votre temps de parole. Et maintenant, on se retrouve dans une situation où les hommes de Dieu ont un message qu'ils veulent véhiculer, mais n'arrivent pas à le véhiculer. Parce que vous ne pouvez pas vous lever un matin, vous demander tel ne devrait plus se présenter sans véritable argument. On ne se lève pas un matin pour dire vous ne devez plus sans argument. Quel est le mobile qui vous pousse à aller dire? Exprimez-vous comme ça. Vous avez écouté l'évêque de Yagua quand il est revenu détailler. Permettez que j'essaie un peu de développer mes dires. Oui. Nous sommes dans une position, je sais que le docteur voudrait faire des intimidations avec des intimidations. Je vous écoute. Maintenant, quand on parle des chefs traditionnels, les chefs traditionnels ici représentent non seulement le peuple. Beaucoup parlent au nom du peuple, qui sont des représentants, des garants de la tradition. Est-ce que ce que le chef traditionnel vient dire n'est pas le ressenti de la population? Il faut également le voir parce que l'évêque parle à son nom propre. Non, on a dit l'évêque. L'évêque vient dire. Ce qu'il est en contact tous les jours avec les populations. Pas forcément. Est-ce que vous savez que certains prélats peuvent prendre en otage certaines populations? Est-ce que vous savez que le simple fait que les gens viennent faire la confession, vous embrigadez déjà dans un coffre, vous ne pouvez pas sortir? Alors, comme pour dire que
Nul n'a, je crois qu'il y a des méthodes et des mécanismes lorsque vous voulez accéder à la on appelle encore souvent à la magistrature suprême. C'est pas facile. Voilà, vous comprenez. Donc, vous me menez dans un terrain. Lorsque vous voulez accéder à la magistrature suprême, je crois qu'il y a des voies et moyens qui sont régis par la Constitution. Si vous voulez accéder à l'évêque? Non, je ne parle pas de l'évêque. Ils sont en train de demander à quelqu'un de ne pas se présenter, non? Oui. Alors, qu'ils laissent ceux qui ont voté cette personne dire à cette personne lors de l'ascension, au moment où la personne décide de revenir, que nous ne te voulons plus, et ils prennent quelqu'un d'autre. Mais du moment où le ressenti ne vient pas de la population, que ça vient d'un certain nombre d'individus concentrés, que ce soit les prélats, qui sont même minoritaires, parce que quand vous regardez l'ensemble de ceux qui le disent, ce n'est pas tout le monde qui est de cet avis. Donc pour chuter, surtout pour ne pas tirer des fougues de... Non, moi je pense qu'il faudrait, au stade où nous sommes, laisser le peuple lui-même choisir. Le peuple n'a pas besoin des leçons venant ou des influences. Le berger est là pour nourrir l'âme avec la parole de Dieu. Du moment, la preuve, la criminalité et autres qui a dit, c'est le travail que le berger doit faire à l'église lors des prédications. Mais du moment où vous sortez de ce contexte, où vous ne pouvez pas conscientiser le peuple par des prédications pour venir faire autre chose, là ça devient un véritable problème. Et là vous voyez le taux de criminalité ne fait qu'augmenter aujourd'hui, mais c'est parce que la population n'est pas conscientisée. D'accord. Il faut conscientiser la population, et là c'est le rôle de l'église. D'accord. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Prière à certains membres du panel de respecter les téléspectateurs. Un évêque est un personnage dont l'autorité porte sur un département, voire au-delà, qui exprime le ressenti de ses ouailles. Info qui va du catéchiste du village profond à lui, en passant par les curés. Il faut prendre au sérieux les opinions des évêques, contrairement aux chefs dont on peut douter de la liberté des chefs qui subissent des pressions, et l'autorité est très souvent contestée dans plusieurs coins de nos villages. C'est Jean Akka qui envoie ce message-là. Pourquoi est-ce que les deux, je vais dire les deux, pourquoi ça se suit? L'évêque parle, les chefs réagissent. Est-ce qu'ils sont obligés de répondre? Jean-Jacques, vous savez, quand les choses sont très sérieuses, souvent les gens pensent que c'est de la blague. Voilà une guerre civile qu'on vous annonce. Et les gens sont là, ils veulent vous expliquer que non, l'évêque n'est pas dans son rôle, il devait percer le Cameroun, n'est pas être voleur, alors que les gens volent parce qu'ils n'ont plus rien à faire, ils sont pauvres. Voilà la guerre civile. Les évêques représentent, moi je prends le cas du Nord, les catholiques. La plupart des chefs sont d'obédience, parce qu'ils sont des chefferies, mais même la chefferie au Cameroun, on peut questionner. Parce que la vraie chefferie a tous les pouvoirs. Et elle a un territoire. Quel est le chef qui peut donner la terre à quelqu'un? Les gens qui disent qu'ils sont chefs là, ils ont un territoire? Non. Ils ont même un peuple. Certains chefs n'ont même plus de peuple. Ici, on peut mettre les statistiques. Ils ont dit à la télé qu'ils étaient représentants de leur... Donc, si on prend des milliers de chefs qui existent au Cameroun, ce n'est même pas 10% qui étaient là. Est-ce que les chefs au Cameroun, certains ont encore le territoire? Mais ça leur interdit. Il y a la guerre. Non, si tu es un chef d'un territoire et d'une population. Si tu n'as plus ni territoire ni population, tu parles au nom de qui? Mais ce n'est pas ça l'important pour moi. Parce que je tiens beaucoup à l'autorité traditionnelle. Parce que dans la forme réelle, parce que les formes fictives, administratives qu'on a apportées là, ce n'est pas ça la chefferie. Mais au-delà de ça, moi je regarde ce que ça représente. L'autorité religieuse venue dans les valises de la colonisation fait déjà partie, fait corps. On a dit que le Cameroun est laïque, mais la plupart des écoles enseignent la catéchisme catholique. Dans notre pays, dit laïque. Ça veut dire qu'on formate les gens en disant qu'il y a le paradis. Et que Jésus viendra les sauver. Et ces gens-là représentent une obédience. Et il y a dans le même pays laïque d'autres qu'on forme en disant que Mahomet, quand tu vas aller au paradis, tu vas trouver des vierges qui t'attendent. S'ils ne s'entendent pas, si ceux qui disent de voter Paul Biya sont de l'autre obédience, et que ceux qui disent de ne pas le voter sont de l'autre, qu'est-ce qui va arriver? Dans ces régions-là où on voit déjà de temps en temps quelques conflits, pourquoi les gens veulent prendre ça à la légère? C'est quoi donc? Ils devraient se taire? Ils ne devraient pas se taire. Mais ceux qui en parlent devraient prendre toute la mesure de la dangerosité de l'affaire et de regarder où est le vrai problème. Les gens convoquent l'élection. Il y a élection au Cameroun. Il y a quoi? On n'a pas entendu un responsable de la justice dire qu'il lit ce qui est écrit. Ça veut dire que même si ce n'est pas ça le résultat, comme on a écrit ça, je lis. Ça n'a pas été écrit par Dieu quand même.
Il a dit ça. S'il savait qu'il n'y a pas de problème, il n'allait pas faire ce préalable. Parce qu'il faut entendre les non-dits. Alors, revenons aux faits. Donc, pour moi, l'important, c'est que ce jeu qui se passe là, en fait, il y a une tension sous-jacente. Et les gens veulent la désamorcer. Ils sont de bonne foi. Mais il y a des gens qui ont pris le mauvais positionnement. Je parle des chefs traditionnels. Ils ont pris le mauvais positionnement parce que leur stature leur aurait commandé d'appeler le peuple camerounais à la vigilance au lieu d'appeler quelqu'un à se présenter. Parce qu'ils sont notre chef à tous. Si moi je suis donc candidat et qu'il est mon chef, je vais le gérer comment? Oui, mais ils font un choix. Non, arrêtez ça. Non, ils expliquent. Arrêtez ça, je dis, j'ai mon chef, le chef de le cap, j'ai mon chef traditionnel. Moi aussi, je suis candidat. Ouais. Mon chef, donc, quand on connaît ce que c'est qu'un chef traditionnel, c'est-à-dire que mon territoire dépend de lui. Ma vie, parce que la chefferie, ce n'est pas une histoire d'administration. Hein. On a le spirituel. Le chef est d'abord un chef spirituel, comme l'évêque là. Ah, c'est le vrai chef, pas ceux qui sont... Mais non, ils sont pas vrais. Pardon, donc il y a chef traditionnel, Jean-Jacques Zé, tout le monde peut être assis sur une chaise à la chefferie, mais pas sur un trône. Jean-Jacques Zé. Donc moi, pour moi, ces chefs, j'ai beaucoup de respect pour eux. D'accord. Et c'est reste que pour ce titre déjà. Parce que moi, je mets... Justement, je leur dis de ne pas faire ça parce que je ne suis pas sûr qu'ils ont voté. Parce que dans les chefferies, en Afrique, là, la chefferie n'est pas monarchique. La chefferie est démocratique. Avant de prendre une décision, le chef consulte les notables et on vote souvent. Est-ce que ces chefs peuvent me dire qu'ils se sont assis, ils ont voté? C'est faux. Ils ont fait une déclaration à Yaoundé. Donc, leur déclaration, parce qu'ils ont voulu réagir. Alors, ils ne réagissent pas. Les évêques doivent se taire. Ils ne doivent pas se taire. Je dis que nous, qui sommes engagés politiquement, nous devons comprendre ce qui est en train de se passer. On est en train de nous dire que nous sommes sous la menace d'une guerre civile. Que dans certaines régions, ça sera catholique contre musulman. Parce que les chefs, pour la plupart dans ces régions, sont musulmans. Vous voyez ce que ça veut donner. Il faut donc qu'on désamorce ça. Qu'on dise aux Camerounais que la dévolution du pouvoir doit être du fait des citoyens. Et que les gouvernants, pour une fois, ayant perçu cette menace, nous aident à organiser une transition pour une alternance sans violence au Cameroun. D'accord, le jeu autour de la candidature du président Paul Biya, qui est quand même le Nongui, c'est-à-dire qu'en termes de responsabilité traditionnelle, ce n'est pas n'importe qui a fait le tour du Cameroun, qui a été anobli à gauche et à droite, il est faune aussi un peu partout, mais c'est également un fils de l'église catholique qui a reçu au moins 2 papes, qui a été au Vatican. Son fils a été baptisé par le pape. Oui, il faut aussi le préciser. Et ce qui se joue sous ses pieds, est-ce qu'on va se limiter à constater que c'est un ping-pong ou un duel? C'est quand même profond. La question est même tellement profonde qu'elle doit faire peur. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, je me mets à la suite du docteur So pour dire que cette question peut même être source d'une guerre. Pas seulement une guerre entre musulmans et chrétiens, mais une guerre même entre musulmans, chrétiens et traditionalistes. C'est aussi un ordre religieux. J'ai résumé ma pensée en disant que ni les chefs, ni les évêques ou l'évêque n'aident pas les Camerounais en faisant ce genre de sortie. Vous demandiez est-ce qu'ils devaient se taire. Moi, je vous répondrai qu'ils doivent rester neutres. Les évêques, les chefs encore plus, ont un devoir de neutralité. Les chefs encore plus. Encore plus, parce que depuis quelque temps, ils sont même déjà comme des auxiliaires. Ils sont des auxiliaires de l'administration. Alors, si Philomena disait que Paul Biya. Si donc, comment c'est que lui là si donc on exige aux agents publics un devoir de réserve, bien qu'on soit dans un cadre démocratique, mais sur les opinions religieuses, spirituelles, politiques, il y a un devoir de réserve qui est exigé aux agents publics. Voyez-vous, ça peut paraître banal, mais dans les communautés où la chefferie a vraiment un sens, on est très mal à l'aise de passer devant la cour du chef quand on sait qu'on ne partage pas la même vision. C'est en cela qu'il est nécessaire pour la paix au Cameroun que les autorités traditionnelles, qui sont les garants, les parents de tout le monde, aient leurs convictions religieuses, leurs convictions politiques, mais qui ne les expriment pas de façon publique. Cela vaut pour les prélats. Moi, je vous dis, je suis d'obédience catholique, je ne voudrais pas me trouver mal à l'aise devant mon évêque, mon guide spirituel.
j'aimerais pouvoir aller vers lui, me confier à lui, sans avoir crainte de ses convictions politiques. L'engagement qu'ils ont de servir le peuple, c'est un service public, les oblige, c'est un devoir, c'est une valeur citoyenne que de rester neutre. Donc, je crois que... Est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas l'impression que les chefs sont utilisés si les chefs venaient à être utilisés, comme si on a besoin d'eux en guise de renfort, c'est dans l'attaque vient de l'église, il faut renforcer notre défense. C'est donc l'occasion pour nous, sur ce plateau, d'inviter nos chefs à un peu plus de maturité. Parce que le Cameroun ne va pas être cette république-là où les questions politiques qui doivent se jouer sur le terrain politique à travers les partis politiques vont sortir du champ politique pour aller se jouer sur le terrain traditionnel et religieux. Les partis politiques participent à l'exercice du suffrage politique. Qu'on laisse les politiques, qu'on laisse les militants des partis porter leur volonté, exprimer leur volonté. Qu'on ne rentre pas dans ce qui n'est pas politique pour, n'est-ce pas, vouloir passer des messages. Mais comment fera le prêtre qui reçoit les plaintes tous les jours, qui le prêtre doit recevoir, y compris les prêtres des partis au pouvoir, que les prêtres de ceux qui sont de l'opposition. Le prêtre doit accueillir tout ce monde-là. Et c'est en cela qu'il doit avoir une certaine hauteur. Si moi je suis de l'UPC, pourquoi je ne vais pas pleurer vers le curé de ma paroisse? Il faut bien qu'il puisse m'accueillir. Et vous comprenez que c'est en cela que c'est difficile. La question est profonde parce qu'elle peut être source de division, elle peut même être source même de crise sociale. J'imagine que je suis du PCRN et j'habite à Yagua et je dois me confesser. Vous voyez la peine que j'aurai à aller vers l'évêque. Il a beau il dit des choses qui peuvent séduire. Mais l'opposition doit l'aimer, non? Non, parce que si je suis, bon, je veux dire si je suis et que je veux aller vers l'évêque, je peux avoir des crimes. Donc l'évêque il a le droit d'avoir des convictions, mais son rôle social l'engage. Il faut vous chasser, c'est vous là. L'engage de neutralité. Pour moi, je recommande aux chefs et aux religieux la neutralité. Que les partis politiques prennent leur neutralité et jouent le rôle qui est le leur. D'accord, vous voulez rapidement réagir? Je l'ai d'envie de réagir. Jean-Jacques, il y a une fiction de bipolarité de l'opinion politique dans le cadre de ça. Alors, je signale pour dévoiler son autre casquette, les conseillers municipaux dans le RDPC. Oui. Son langage n'est pas partisan. Il y a une bipolarité, une fiction de bipolarité d'opinion politique lorsqu'on parlait de ces deux acteurs-là. Parce que cette fiction naît de quoi? Cette fiction naît de ce que nous avons parlé d'un côté du prélat et de l'autre côté des chefs traditionnels. Je dois noter ici que s'agissant du prélat, il n'y a jamais eu une démarche univoque concernant le prélat. Il y a eu des démarches solitaires, des opinions individuelles, individualistes et parfois même le conseil du prélat. Oui. Maintenant, donc ça veut dire que la conférence épiscopale n'a pas dit la lettre épiscopale, nous avons lu la lettre scolaire qui n'a pas dit diable, qui n'a pas dit qu'on donne à quelqu'un d'autre, il a relevé beaucoup de tard, qui n'a pas fait une fixation, qui ne s'est pas figé, qui ne s'est pas sclérosé sur la question. Quand on dit que tout va mal, ça veut dire changer. Alors, contrairement à cet évêque qui considère que le président est déjà un Kakushim, est déjà fini, alors qui ne devrait plus se représenter. Quelqu'un a repris également en ses propres termes cette expression. En suppliant le papa. Bon, je voudrais dire ici que pour lever l'équivoque, dire qu'il ne s'agit pas du prélat contre les chefs traditionnels, il s'agit d'un prélat ou de certains contre certains chefs, contre les chefs, contre la chefferie traditionnelle dans son ensemble. C'est de simples coïncidences que chaque fois que l'évêque sort, un évêque, on voit un regroupement de chefs sortir également. Est-ce que c'est de simples coïncidences ou on les utilise comme bouclier? Puisque nous sommes en République, nous sommes en démocratie, je vous ai dit que le jeu électoral est surtout un jeu de rapport de domination, de rapport de force. Donc, à un moment donné, si les gens veulent jouer les rôles qui ne sont pas les leurs... On active les chefs. Non, pas qu'on active les chefs. Nous analysons les faits en disant que nous avons d'un côté une démarche solitaire, une sortie
solitaire et de l'autre côté une sortie collective. Pour répondre à une démarche solitaire. Oui, mais vous avez un collectif de chefs. Effectivement, c'est un seul le résultat de ça. Si, attendez, les vers de Yaoundé, sur quel plan? C'est là, si je fais de Yaoundé, non. Il y a combien de chaufferies à Yaoundé? Il y a combien de chaufferies à Yaoundé? Y compris les chaufferies. On va faire l'émission rapidement. Il a les écoles, là, les hôpitaux. Je voudrais chuter en disant à Eugène que c'est pas parce que l'opinion d'un prélat est de nature à contrarier l'opinion générale, parce que c'est une opinion qui a contrarié, et que cela devrait enfermer la démocratie dans un carcan non valorisant. Nous devons laisser... La démocratie, c'est quoi? Que les chefs permettre aux gens de s'exprimer librement, public, de s'exprimer librement selon leurs convictions, selon leurs opinions. À partir du moment où ces opinions-là respectent la réglementation. Vous ne voyez pas le malaise que ça peut créer dans nos sociétés. Pays. Mais quel malaise? C'est les chefs de mon village, les GDPC, moi je suis de la chefferie est incompatible avec la République. Les chefs ont la pression de l'expression de la volonté générale. Quelle volonté générale? Quelle volonté générale? Au nom de la volonté générale. Laquelle et cette pression sociale latente les amène à parler au nom des peuples. Au nom des peuples, on ensemble agrégé autour de l'autorité traditionnelle. Maintenant, vous avez le prélat qui s'exprime au nom du Vatican. Des peuples, non. Je ne sais pas. L'évêque de Yagoua qui voit les inondations. Est-ce que c'est ce que notre je voudrais vous rappeler que lorsque vous voulez balayer ça d'un revers de la main, vous voulez frapper de vacuité ce que j'ai dit, je voudrais vous rappeler que c'est pas le Cameroun qui fait les nominations et les affectations des prélats. C'est le Vatican. Ça veut dire que quand il est ici, il est comme un fonctionnaire. Non, les religions. Écoutez, d'accord. Je vais chuter par là en disant que comme moi, je suis pas avec autant il veut parler des inondations de Yagoua qui exaspèrent, autant il devrait parler des inondations qui a eu lieu aux États-Unis dernièrement et de critiquer celui qui a la balle. Celui qui a aux États-Unis parlé de la balle. Le doit parler du Cameroun. Le même qui a aux États-Unis, il y a aux États-Unis. D'accord. Alors, on a parlé de la profondeur du sujet. Est-ce qu'on ne le prend pas à la légère et que ça devienne un jeu qui amuse, que moi ça ne m'amuse pas, et puis le chef a réagi? Est-ce qu'on n'accorde pas la profondeur qu'il faut à ce sujet? Je voulais déjà ajouter un point ça lui fait beaucoup le point. Bon, là c'est un point pour essayer d'éclaircir les choses. Oui, si le prélat fait une sortie de ce genre et il se répète, oui, dans la sortie, c'est en fonction de ce qu'il couvre sur le terrain. Il oubliait peut-être qu'un côté, il y a un point où il pourrait qu'il sache que l'Église fait aussi beaucoup dans le social. Et quand vous faites dans le social, vous frottez rapidement aux mœurs directes sur le terrain. On en couvre des personnes vous êtes dans le contact qui ne mangent pas. Direct, on en couvre des personnes qui ne mangent pas, on a des personnes qui n'ont pas de lieu où ils peuvent dormir, surtout après des différends qu'on peut avoir directement. C'est ça qui leur fait sortir sur le terrain. C'est ça qui fait ils peuvent s'exprimer. Réellement, à un moment donné, ils sont obligés de retirer leur touche de prélat et s'exprimer en tant qu'homme ordinaire. Prenons une phrase du prélat de Yagoua. Il a signalé que c'est vos frères qui vont avec les licences, les maîtrises à Douala pour faire des travaux de nuit. Ils ont signalé pour faire les motos qui sont exposés. Là, il l'a signé. C'est pour essayer de dire aux frères que s'ils sortent à un moment donné, c'est parce que ce qui est en concours sur le terrain, ça ne donne pas avec ce qu'il se faut à l'immédiat. Et il n'exclut pas le point qu'à un moment donné, un membre du RDPC peut apparaître devant lui pour essayer peut-être de faire ses dons ou de faire quoi que ce soit à l'église et qu'on ne puisse pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On leur permet toujours au chef et au prélat de parler. Non, on ne peut pas. À un moment donné, il faudrait qu'on essaye de réduire je reviens, on essaye de réduire pour éviter les problèmes. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait, Gérard? Bon, que chacun continue son show? Oui. Non, on ne peut pas dire que chacun continue son show. Surtout, vous ne pouvez pas enlever le rôle important de l'Église catholique dans le monde. Si vous regardez la majeure partie des villages et autres, il y a des écoles qui sont construites par ces églises. Il y a des hôpitaux qui sont construits, des foyers qui sont construits par ces églises. Donc, on ne peut ne pas prendre en considération leur dire, mais ça doit être méthodique.
c'est pas d'une manière sauvage comme ça a été fait là. Permettez, excusez-moi l'expression, mais je le dis. Ça a été fait d'une manière sauvage. Il y a une manière d'exprimer un ras-le-bol, mais ça a été fait d'une manière brute. Oh, il y a une méthode. On a un graphique qui dit le mot dur au service de la vérité. Donc, c'est Chantal Roger Tulé qui a ça comme slogan. Non, parfois il faut le mot dur. Non, il y a donc un problème. Lorsque vous dénoncez quelque chose, un fait, avec un ton qui est comme un ton comme une injonction, vous comprenez que ça devient un problème. Donc, si cela n'avait pas été fait, même en latin. Même pas en latin. Est-ce que vous savez que la meilleure façon, et on le voit généralement, ils ont des méthodes plus subtiles. Il y a la conférence. Mais il n'y a pas la conférence. Je dis même avec la méditation. Vous savez que tout le monde. Jusque là, vous ne voyez pas. Est-ce que vous savez que même dans des enterrements, ils partent déjà jusqu'à faire des discours dans des enterrements. Vous ne voyez pas que ça fait 30 ans qu'ils parlent. Aujourd'hui, on a tué les évêques. Aujourd'hui, des enterrements aujourd'hui sont devenus des lieux de sermons, de conscientisation. Parce que c'est nous avons étouffé. Mais c'est moi qui on ne peut pas dire qu'ils étouffent. Parce qu'ils étouffés ne devraient pas avoir cette latitude. Vous croyez que s'ils étaient étouffés, ils devaient avoir cette latitude de s'exprimer de la sorte? Donc moi je pense que... ça s'exprime aux enterrements. Ils font eux utile, non? C'est vrai. Écoute, souvent, je n'ai pas dit qu'ils le font. J'ai pas dit qu'ils le font. D'autres prennent cela de quelle façon? C'est ça le véritable problème. Parce que la manière dont je peux m'adresser au docteur, si j'utilise des mots durs, je suis en train de lui dire quelque chose qui est important, ça va dénuer toute subtilité de ce que j'aurais voulu dire. Comment on dit communication, il a fait fort. Il a fait fort. Même s'il y a de la réalité dans ses dits, il a fait fort. Mais il faudrait que ça soit méthodique. Je crois qu'ils ont toute une conférence épiscopale. Donc, ils peuvent le faire, graisser tout un bilan et soumettre à l'appréciation de la charge. Gérard, si vous alignez les différentes sorties de la conférence épiscopale, peut-être avec le mot subtil, pour rendre compte que jamais tendre à l'endroit du régime. Moi, je vais insister en disant que c'est des signaux d'alarme qu'ils lancent. Ailleurs, l'Église catholique a fait basculer la vie politique, pour ceux qui s'amusent. Madagascar, Haïti. RD Congo. Donc, pour ceux qui prennent ça à la légère, pas parce que le Vatican, mais par la masse de la population qui dépasse. Vous savez qu'à Yaoundé, le deuxième employeur après l'État, c'est l'Église catholique. Vous le savez. Et vous prenez ça à la légère, vous partez appeler des gens qui, dans leur village, ne peuvent même pas faire réunir les enfants du village pour un travail manuel. Il y a des choses qui ne peuvent pas réunir les gens dans leur village. Vous pouvez les comparer à des gens qui ont des écoles les plus célèbres du Cameroun. Il faut faire attention. Je vous dis une fois de plus, prenons cette affaire très au sérieux et essayons de nous organiser pour préparer au Cameroun une transition sans violence. En respectant nos héros. Ne tolérons plus jamais que sur un plateau de télévision, quelqu'un ouvre sa bouche pour dénigrer l'image, le nom ou même l'œuvre de quelqu'un qui a été hissé au rang de héros. De toute façon, nous, à l'Union des populations, nous prendrons nos responsabilités. D'accord. Alors, vous répondez à un message à un téléspectateur qui demandait quelle était votre réaction sur cette affaire. Vous avez réagi en début d'émission et en fin d'émission. Gérard Hélé, merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui n'a même pas regardé l'émission et j'aime bien ce genre de personne. Il n'a pas l'émission, il a regardé l'affiche et il dit bonsoir Gisèle, je viens de capter votre chaîne. Quand je vois Hélé sur le plateau, j'imagine le sujet. Il est aigri de Eto. Il va justifier comment Eto est responsable du limogeage du conseil. Vous voyez que ce n'est pas notre sujet. Et il faut d'abord suivre l'émission et avant d'arriver à des conclusions. Je comprends que mon image, dès qu'on la voit quelque part, ça te fait problème. Merci beaucoup. Je fais un peu de promotion pour toi. Tu seras à 21h chez notre voisin. Ouais, tout à l'heure. Africa. Tu vas te lâcher sur là où ils m'attendent, là, ils vont me retrouver là tout à l'heure. Monsieur, merci d'être venu. On dit merci à tous ceux qui ont regardé à la maison. Prochain rendez-vous demain à la même heure, même chaîne, avec le même plaisir. Passez des magnifiques moments sur Info TV. Merci.